la caméra. Donc, on part l'enregistrement. Moi puis Maya, on va vous co-animer. On a Denise avec nous qui est aussi présente. Puis la chanceuse, elle est dans les bureaux de La Troquelle. On a Jérémy aussi qui est dans l'équipe de La Troquelle, qui est avec nous pour justement entendre et voir un peu les préoccupations actuelles dans notre mouvement. Dans ses mandats, il y a toute l'analyse des processus de La Troquelle. Donc, plus il entend parler des réalités, bien, plus il va pouvoir simplifier nos processus. Donc, on est super content d'être avec vous ce matin. Et pour commencer cet entracte, nous allons utiliser l'outil sondage. Maya et moi, on aime bien ça pour aller chercher un peu comment ça se passe chez vous. Donc, c'est un peu avec humour aussi qu'on lance ce sondage-là. C'est parti pour la première question. En cette fin de mois de janvier, à combien sont chargées vos batteries? 100%, 75, 50, 25 ou à plat, j'ai besoin du lapin énergiseur. Est-ce que vous voyez le sondage, tout le monde? Ou... Il y a juste toi qui ne le verras pas, Maya. Ah, OK, je me demandais. C'est bon. Parce que t'es co-hôte. C'est bon. Génial, j'ai les réponses de tout le monde. Donc, je vais vous partager les résultats. C'est quand même impressionnant. Donc, on a 3 personnes ce matin qui sont à 100%. Quand même 11 personnes, 39%, 75%. Le 50% pour 25% des gens. 25%, on est à 4 personnes. Puis à plat, j'ai besoin du lapin énergiseur. Ça, ou une marche dehors, ça fait du bien. Ou une marche en forêt. Ou il y a plein de façons d'essayer d'aller chercher un petit peu d'énergie. J'ai envie de vous dire, et là, je ne suis pas un professionnel de la santé, mais la vitamine D, ça fait full du bien aussi. C'est comme de la vitamine soleil. Mais je vous dis ça, c'est pas un conseil médical, mais moi, ça me fait full du bien. Fait que je vous le partage. Donc, merci pour ça. Puis, en fait, on a utilisé le thème des batteries. Vous avez peut-être vu la semaine passée, on a commencé, entre autres sur la page Facebook, à partager l'action du 17 février pour Engagez-vous, qui va être un Zoom pour prendre soin de nous. Justement, l'image de la batterie, vous l'avez sûrement vu. Sinon, vous allez la voir dans le courriel du jour cette semaine. Non, le courriel hebdomadaire. Donc, n'hésitez pas, quand on parle des batteries, de prendre soin de vous. Puis, c'est ça qu'on va faire le 17 février pendant une journée de mobilisation qui sert à prendre soin de nous. Vous allez voir, ça va être assez trippant. Et vous avez reçu un courriel à ce sujet-là. Puis c'est ça, dans le courriel hebdo, là, on vous a remis quelques pièces jointes là, que vous allez recevoir aujourd'hui. Si vous voulez en parler avec votre conseil d'administration et tout ça pour favoriser là, la participation. Donc, on vous outille à ce niveau-là. Donc, soit fouillez dans vos courriels, c'était vendredi dernier qu'on l'a envoyé, ou sinon, dans le courriel hebdo que vous allez recevoir aujourd'hui, vous allez avoir toutes les infos aussi. Deuxième question de sondage. C'est parti. Comment se porte votre équipe de travail? Elle est en feu, elle garde le cap, la motivation est difficile à trouver, le moral est bas. Parfois, je ne sais plus quoi faire pour soutenir mon équipe. Et c'est des choix multiples, celle-là, si jamais vous avez plus qu'une réponse. Parfait. Je partage les résultats. Encore là, il y a des bonnes nouvelles dans le sondage. 71% des répondants ont dit que l'équipe garde le cap. Ça, c'est hyper inspirant et motivant. On a Elle est en feu, qui est quand même à 4 réponses sur 28, ça aussi. La motivation est difficile à trouver. Probablement le télétravail, hein, ça fait qu'on sent moins en équipe, on sent moins notre gang ensemble à travailler. Le moral est bas, on l'entend. Puis on rappelle hein, qu'il y a nos Soutenons-nous, les Zooms une fois par mois. Si vous venez partager, des fois vous craquez aussi en entendant les histoires des autres. C'est pas
c'est pas juste qu'on a le moral à terre, mais des fois, juste de voir qu'il se passe d'autres choses, qu'il y a d'autres idées ailleurs, ben, ça peut faire du bien. Fait qu'hésitez pas, c'est là pour vous. Puis, parfois, je ne sais plus quoi faire pour soutenir mon équipe. Sachez, il y a la ligne Léo qui existe. Oui, bien, la ligne Léo, on vous la répète souvent, mais je trouve ça super important parce que parfois, on l'oublie. La ligne Léo, qui est une ligne d'écoute, de conseils, même de pistes de stratégie, qui est pour les travailleurs, travailleuses, ex-travailleurs, travailleuses et bénévoles des organismes communautaires et des entreprises d'économie sociale. Donc, vous pouvez appeler, le service est en français, anglais, espagnol, donc si jamais vous avez besoin. Et quand vous appelez, là, il y a possibilité d'avoir jusqu'à 5 rendez-vous d'1 heure, donc d'avoir quand même un suivi de 5 heures, vraiment au niveau de l'écoute, des conseils, des pistes de stratégie. Je pense que c'est super intéressant. On a des groupes qui l'ont utilisé, qui ont appelé, puis qui ont été vraiment agréablement surpris du professionnalisme, de l'écoute qu'ils ont pu avoir. Donc, je vais vous écrire dans le chat, puis on le met toujours dans le courriel hebdo aussi. On va mettre la vignette à chaque courriel hebdo en bas avec le numéro. Donc, gênez-vous pas pour le diffuser dans vos équipes de travail, mais aussi auprès de vos bénévoles. Parce que des fois, on peut avoir besoin d'écoute, on peut avoir besoin de ventiler un peu, on peut avoir des questions, des fois qu'on n'ose pas amener entre nous. Donc, c'est vraiment une belle ligne qui a été mise en place pour répondre aux besoins pendant la pandémie. Donc, je vais vous mettre tout de suite le numéro dans le chat, mais vous l'aurez là, ou si vous mettez ligne Léo dans Google, là, vous tombez dessus directement. Donc, voilà, on va continuer à en faire la promotion. Dernier sondage, et là, j'ai vraiment hâte de voir. Vous allez vous transformer en devin. On ouvre les paris quand se termine la pandémie. Donc, quoi, on est en pandémie? Je suis optimiste printemps 2021 avec le soleil de l'été, juste à temps pour Noël pour pouvoir faire plein de parties où on a l'impression qu'il n'y aurait plus jamais de vie sans pandémie. Donc, je partage les résultats. Dans l'anneau d'hier, on a l'impression à 46% que ce sera avec le soleil de l'été. Sinon, juste à temps pour Noël pour pouvoir faire le plein de parties. Sérieux, ça me déprime de lire ça ce matin. À 43%. moi, je vais rester avec la gang avec la personne qui est optimiste au printemps 2021. Là. Si j'avais cliqué, j'aurais cliqué là pour juste me faire du bien de penser qu'au printemps, on va être ailleurs. Puis sinon, bienvenue en pandémie pour la personne qui ne s'en souvenait pas. Puis sinon, jamais, je sens qu'on vous ferait un gros câlin pour la personne qui a dit jamais on va s'en sortir de la pandémie, inquiétez-vous pas. Donc, merci pour avoir participé au sondage. C'est aussi pour vous faire des petits clins d'œil, des petits sourires. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en ce moment, dans les rencontres, tout le monde dit « Ah, on va parler d'autre chose que la COVID ce matin. » Puis là, finalement, tu as commencé la rencontre et 7 minutes plus tard, de quoi on fait juste parler de la COVID. On tente, là, on veut tout le monde se faire du bien, puis, mais ça reste que c'est encore un petit peu la réalité. On va s'en sortir, gang. Moi, j'ai confiance. On a vécu plein de grosses affaires dans ce mouvement communautaire autonome, l'anneau Douala. Fait que c'est pas une pandémie qui va nous achever, mais ça veut pas dire qu'il ne faut pas prendre soin de nous puis se dire que il y a quand même des bouts difficiles, puis ça, il ne faut pas en faire fi. Donc, on est en mode questions-réponses ce matin jusqu'à 10 heures. En fait, jusqu'à 9h55, je dirais. Donc, à partir de là, vous pouvez utiliser le chat. Maya va être notre lectrice de clavardage. Vous pouvez utiliser la main bleue. Pour ceux qui ne sont pas habitués, vous cliquez sur l'onglet « Participants » en bas de l'écran. En cliquant sur « Participants », vous allez voir, dans le fond, une fenêtre avec tout le monde qu'il y a dans l'entracte et vous avez un petit bouton qui s'appelle en anglais « Raise Hand », en français « Lever la main », où il y en a que c'est juste un petit bouton bleu avec une main dedans. Fait que ça vous permet de lever la main. Puis à partir de là, on répond à toutes les questions, évidemment en lien avec le mouvement communautaire autonome l'Anneau d'Oie.
je vous dirais, notre champ d'expertise. Si vous nous posez des questions d'ordre médical sur la COVID-19, ça se peut que nos réponses vous déçoivent. Donc voilà. Puis, juste dire, si c'est en lien avec votre demande PSOC, n'oubliez pas que c'est notre sujet qu'on traite tout de suite après. Donc, de 10h à 10h30, on va être sur le formulaire PSOC, demande PSOC. Donc, les questions spécifiques à ce moment-là, PSOC, on pourra les traiter à partir de 10h avec vous. Donc, on va se lancer pour une première question. C'est Roxane du Centre de femmes Montcalm qui est la première à briser la glace. Allô, Roxane? Bon matin! Je commence avec une question PSOC. Mais c'est pas sur le formulaire. En fait, c'était vraiment sur la répartition des montants qu'il y a eu. On voulait juste valider, peut-être que je vous fais répéter, mais quelle a été la méthode pour faire la répartition? Est-ce qu'on s'est basé sur le manifeste Lanaudois? Tout ça, ça a été quoi le processus là, pour déterminer les montants attribués à chaque organisme et secteur? Parfait. C'est sûr que là, la réponse va être plus courte que l'entracte du mois de novembre, parce que l'entracte du mois de novembre, on en a parlé pendant 1h30 du cadre de financement puis du processus, mais je vais prendre le temps quand même d'expliquer parce qu'en gros, ça s'est passé exactement comme l'année passée. C'est-à-dire que, dans le fond, comment ça fonctionne la répartition? C'est qu'on se base avant tout sur les montants reçus au PSOC. Donc, ce n'est pas les revenus totaux d'un organisme qui compte au moment de la répartition, c'est vraiment son financement à la mission. Ça, c'est vraiment la première chose. Après ça, comment on fonctionne? Comment le CIS fonctionne? C'est pas moi, évidemment. Le CIS a un gros tableau en Excel dans lequel il va mettre toutes les formules pour faire la répartition. Donc, première étape, on avait 2 organismes qui étaient en attente d'un premier financement. Donc, on va octroyer 41 000 aux 2 nouveaux organismes qui ont été reconnus, des organismes, les 2 qui étaient dans le secteur milieu de vie. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, justement, à travers les typologies et les phases. Ça, c'est vraiment la deuxième étape, c'est qu'on regarde combien d'organismes se situent dans la première phase de financement. Ça veut dire qu'ils ont atteint ou en fait, qui n'ont pas atteint 43 % des seuils planchers. Et là, c'est sûr que moi, je le connais, hein, ce cadre de financement-là. Je vous invite à aller voir le document du cadre de financement. On vous l'a envoyé plusieurs fois. Vous pouvez écrire dans Google « Cadre de financement Lanaudois PSOC ». Vous allez arriver directement dessus sur le site web du CIS. Fait que oui, je commence à connaître les chiffres par cœur. Mais la phase 1, dans le fond, au niveau des seuils planchers, c'est les organismes qui n'ont pas atteint 43 % de leur seuil plancher. Fait que là, première étape, on regarde, il y a combien d'organismes qui se situent dans la phase 1? En ce moment, dans la Nodière, c'est environ 70 % des organismes qui n'ont pas atteint 43 % de leur seuil plancher. Après ça, on regarde dans la phase 2, ceux qui se situent entre 43 et 75 % de leur financement. Après ça, il y a la phase 3, qui est ceux qui sont entre 76 et 100 %. Puis après, il y a ce qu'on appelle la phase 4, les organismes qui ont atteint les seuils planchers. Fait que dans ces phases-là, on a 70 % environ des groupes qui étaient dans la phase 1. On avait à peu près 22 % des organismes qui se retrouvaient dans la phase 2, 5 %, si je ne me trompe pas, dans la phase 3 et 3 % dans la phase 4. Pourquoi ce pourcentage-là est important? C'est parce que c'est lui qui dit qu'est-ce qu'on fait du 2,21 millions de dollars. Fait que le 2,21, il y en a 70 % qui s'est en allé aux organismes de la phase 1. Après ça, 22 % dans la phase 2, 5 % en phase 3 et 3 % en phase 4. De ça nous donne une première étape de voir les sommes. Et après, là, on répartit ces sous-là en fonction de l'écart au seuil. Donc, on regarde, comme je disais, l'organisme ici. Là, je vais utiliser des chiffrons là, pour illustrer. Donc, l'organisme, mettons, a 10 000 $ de financement à la mission. Sa balise est à 100 000. Bien, c'est sûr que son écart de 90 000 va compter un petit peu plus que l'organisme qui a 25 000 sur un seuil plancher de 100 000. Vous comprenez que c'est des chiffres fictifs, hein? Ce n'est pas les bons chiffres, mais ça fait juste des chiffrons. Donc, plus l'écart est grand, plus l'organisme va recevoir. La seule, je dirais, contrainte, c'est que ça ne fait pas des gros montants. Je le sais, là, quand vous dites 2,21 millions de dollars, wow, c'est beaucoup de sous.
attendez un peu, on en réclame 34 millions. Quand vous remplissez votre formulaire de rehaussement, vous demandez 34 millions de rehaussement au PSOC. Fait que c'est sûr qu'entre le 34 millions et le 2,21 qu'on reçoit, ben, ça fait des montants, vous l'avez vu, entre 5 000 environ et je pense que le plus haut, ben, à part le 41 000 des groupes qui sont reconnus, qui sont financés pour la première fois, on est autour du 30 000 pour certains organismes. Évidemment, les seuils planchers comptent pour beaucoup. Si on regarde les typologies, ben, par exemple, la typologie hébergement, ben, c'est sûr que le seuil plancher est plus loin, est plus haut. Fait qu'un organisme de la typologie hébergement qui est vraiment loin de son seuil plancher, ben, va avoir un montant un peu plus élevé. Après ça, même chose au niveau milieu de vie et aide et entraide. Et aussi, ben, comme le montant n'est pas super élevé, ben, ça fait que les écarts ne sont pas super grands. T'sais. Puis, il faut dire aussi que le ministère demande au CIS de donner minimum 5 000 $ ou le montant que l'organisme a demandé. Fait qu'il y a quelques organismes qui avaient demandé, je pense, là, je ne me souviens plus par cœur, là, mais il y avait quelques organismes qui avaient demandé peut-être un 3 000 de rehaussement ou un 3 700 de rehaussement. Fait que c'est sûr que les organismes à ce moment-là peuvent recevoir, ben, vont recevoir ce montant-là, mais ne peuvent pas recevoir plus que ce qu'ils demandent. Fait que dans la grille, ben, ça fait la répartition, mais c'est sûr que ça ne fait pas des écarts. Si un organisme a, par exemple, justement proche de son 10 000, puis l'autre organisme a un 70 000, ben, ça ne fait pas des écarts majeurs parce qu'on doit prendre tous les paramètres. Donc, déjà, en mettant un minimum 5 000 pour tout le monde, ben, ça a pour effet de rapetisser un petit peu les montants qu'on peut donner. Donc, c'est vraiment la formule. Dans le cadre de financement, on ne fonctionne pas par genre d'organisme. Là, j'utilise un mot qu'on n'utilise pas d'habitude, mais pour ça, c'est que, par exemple, toutes les maisons de jeunes ne sont pas considérées comme un bloc. Tous les centres de femmes ne sont pas considérés comme un bloc. Toutes les associations de personnes handicapées ne sont pas considérées comme un bloc. On est considéré dans l'ensemble. C'est ce qu'on avait, en tout cas au départ, essayé de travailler comme Troquel quand on avait fait nos assemblées générales annuelles, de dire, ben, on va regarder ça sur l'ensemble des organismes financés au PSOC et non pas par catégorie d'organismes, parce que sinon, en tout cas, ce qu'on voulait, c'était des seuils planchers qui étaient plus proches des typologies, aide d'entraide, milieu de vie et milieu de vie, hébergement et regroupement régional. C'est les 4 typologies qui existaient. Fait que ça fait 4 ans que ça se fonctionne comme ça. La seule nuance, c'est que les 2 premières années, c'était, en fait, la première année qu'on a eu un rehaussement, ce n'était que les groupes de la phase 1 qui avaient eu des sous et les non financés. Dans la deuxième année, ce n'était que les groupes de la phase 1 et 2 et les non financés. Et là, ça fait 2 ans qu'on réussit à répartir des sommes du cadre de financement pour les 4 phases. Puis, je vous rappellerai que le cadre de financement, sa forme actuelle, si vous la comparez à d'autres régions, parce que le PSOC est régionalisé, on n'a pas nécessairement on n'a pas les mêmes structures que les autres cadres de financement parce que dans la région, quand on avait eu les assemblées générales, c'est sûr qu'elles commencent à dater, mais en 2016, puis avant ça, en 2006, on avait fait le choix collectivement de dire, on veut privilégier d'abord les rehaussements pour les organismes de la phase 1. C'est la top priorité, les organismes les plus loin des seuils planchers. Mais comme région, on voulait aussi que des organismes qui étaient plus proches des seuils planchers puissent augmenter parce que, petit rappel historique, dans les années 2006, 7, 8, on avait eu des grenailles, des 200 000 $ à peu près de rehaussement au PSOC. Puis ces sommes-là allaient toujours aux organismes souvent non financés ou les organismes qui étaient les moins financés. Puis les organismes qui avaient un peu de financement disaient, on n'a pas de problème à ce que les organismes les moins financés aient des sommes, mais en même temps, ça serait le fun qu'un organisme qui est un peu avancé, mais qui n'a pas atteint son seuil plancher, puisse quand même avancer. Fait que c'est sûr que ça, c'est un choix collectif qui est très là nos doigts parce qu'on a décidé que la pointe de tarte allait se distribuer entre plus de personnes. Depuis ce temps-là, il y a 2 autres régions du Québec qui ont adopté notre formule. Québec est comme ça, puis le Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. Mais si vous demandez à des organismes du même genre que vous, dans d'autres secteurs, probablement que ça peut s'être passé différemment.
Est-ce que ça répondait bien, Roxane? C'est sûr que là, c'est synthèse, Ah mais oui, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Je voulais juste comme vraiment revalider là, justement au niveau des phases, puis vraiment le cadre de financement là, au niveau de la NODIAC. C'est excellent. Merci beaucoup, Hugo. plaisir. Puis, je vous invite vraiment, hein, si vous voulez aller plus dans le détail, notre entracte du mois de novembre, j'avais passé le cadre de financement pratiquement page par page. Fait que ça peut permettre d'y aller dans chacun des éléments. Donc, on a 2 mains levées. J'ai un utilisateur. Attends, je ne vois pas C'est l'image. Gaétane. Ah, ben oui, Gaétane, excuse-moi, je cherchais parmi les images. Puis après, on a Julie Thériault pour une question. Donc, Gaétane. Oui, en fait, moi, je voulais savoir, j'ai eu un appel de Sylvie Larose juste avant les fêtes, là, en fait, le 24 décembre, où est-ce que Sylvie m'a informé comme quoi que le ministère de la Santé avait répondu de façon favorable à notre demande, dans le fond, de bonification des salaires des préposés et des primes. Là, je devais avoir une rencontre avec Sylvie Larose en début janvier. Là, ça fait 2 courriels qu'elle m'envoie là, pour reporter la rencontre à plus tard. Moi, ma question, c'est à savoir, Hugo, est-ce que tu en as entendu parler? Puis si oui, moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est un montant one-shot là, que le ministère va nous donner ou ça va être un montant récurrent? Est-ce que tu sais s'il provient du rehaussement de 70 millions ou si c'est un programme spécial? Non. Tu le sais pas? Puis, tu sais, dans son courriel, elle me disait que c'était vraiment, tu sais, un montant, dans le fond, octroyé pour les organismes au BNL et article 108. Ah, OK. Bon, mais ça OK, me permet ouais, de comprendre. OK. Fait que ça, c'est un programme Ouais. spécial que le ministère a mis en place qui n'est pas nationalisé. Fait que, en tout cas, à date, moi, j'en ai pas entendu parler parce que quand j'ai les rencontres, par exemple, avec le ministère, ben nous, c'est avec la direction du PSOC. C'est pas les directions programmes. Fait que, OK. écoute, mon instinct me dit que comme c'est un programme spécial, on doit être dans du ponctuel. Mais ça, valide-le avec Sylvie Larose. Mais je te dirais que si je regarde ce qui a été fait, là, mettons, dans la dernière année au niveau Oui. COVID, là, c'était toujours du ponctuel parce que chaque somme qu'ils dépensent doivent après ça aller le justifier au Conseil du Trésor. Fait qu'on n'est pas dans des sommes récurrentes, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas le devenir à long terme. Mais actuellement, là, les sous de ce type-là qu'on a vu circuler dans le mouvement, là, c'était vraiment du ponctuel. OK, c'est bon, merci. Merci, Gaétane. Donc, dans le chat, tout va bien jusqu'à maintenant. Donc, on ira avec la question à Julie. J'ai eu un échange dernièrement avec Valérie au niveau des typologies et elle me disait que ce chantier-là n'était pas commencé avec la Troquel, donc l'organisme pour lequel je travaille. C'est même pas clair dans quelle typologie il est. Puis moi, je lui ai demandé de me clarifier ça parce qu'ici, dans les archives, je ne l'ai pas. Puis elle m'a juste répondu, on va faire ce chantier-là avec la Troquel. OK. Donc, Puis c'est au bonheur des aînés, hein, Julie? exact. Ben, en fait, le chantier typologie est un chantier que en 2013, le ministère nous a dit on commence les travaux pour réécrire les typologies. Puis nous, c'était dans notre plan d'action entre l'agence et la Troquel de faire le travail des typologies. Fait que là, quand on a vu que le ministère commençait les travaux, on s'est dit ben là, on ne va pas les commencer parce que oui, on est régional, mais s'il lance un mot d'ordre, il va falloir réécrire tout ça. Fait que on a dit bon, on va attendre. Finalement, en 2013, ça n'a pas eu lieu. Fait qu'en 2014, on s'est dit, bon, ben, on part notre chantier. Et dans ce temps-là, c'était Ghislaine Jeté qui était. Ah non, Ghislaine est arrivée en 2015. En 2014, on s'est dit, on lance les travaux. Puis finalement, ben, on se souvient que les agences ont été arrêtées. 2015, les 6 sont arrivés. Fait qu'en 2015, on s'est dit, bon, ben, on commence les chantiers au niveau des typologies. Et là, le ministère nous envoie comme quoi il va y avoir des nouvelles orientations ministérielles au niveau du PSOC. Fait que là, on s'est encore mis sa glace en disant qu'on va attendre ces travaux-là. Puis de toute façon, en plus, pour la première fois, les travaux, ça allait être fait avec les agents PSOC et les trocs et le ministère. C'était plus juste des travaux ministériels. Fait qu'on s'est dit, bonne nouvelle, on va avoir enfin des nouvelles typologies. Ça n'a pas eu lieu, ces travaux-là. Et là, j'ai envie de dire, on y croit ou pas, mais en ce moment,
le ministère, avec la coalition des trocs et avec la table des regroupements provinciaux, a fait une première zone de travail qui a mené au nouveau cadre ministériel que vous avez vu circuler. Fait que ça, on a une première partie des travaux. Mais ces travaux-là se sont faits juste sur la base des consensus entre la CETROC, la TRPOCB, le ministère et les CESIUS. Fait que comme vous avez vu, il n'y a pas eu de changement dans les typologies parce qu'on ne s'entend pas. Les 4 partenaires en haut, c'est un gros enjeu, les typologies. Fait qu'on s'est dit dans la région qu'on allait essayer de au moins départager, essayer de comprendre les définitions actuelles parce qu'on a des enjeux. Aide et entraide, vous le savez, en théorie, quand on pense, c'est un organisme qui a un local qui accueille des personnes le soir de façon temporaire, de temps en temps. Un peu dans une vieille vision du communautaire. Après ça, il y a les milieux de vie. Mais là, le ministère a compliqué cette définition-là des milieux de vie. Parce que si vous regardez vraiment la définition dans le cadre ministériel, on parle de milieu de vie et soutien dans la communauté. Donc, c'est des organismes qui accueillent des personnes vraiment dans un milieu de vie. On peut penser aux maisons de jeunes, aux associations de personnes handicapées, aux centres de femmes. Donc, quand les limites sont claires, ça va bien. Mais quand on lit bien la définition, il y a aussi tous les organismes qui accueillent des, j'aime pas le mot, là, mais des clientèles ou des publics très ciblés, puis qui font une intervention intensive. Fait que là-dedans, on pourrait voir les Calax, on pourrait voir le Néo, on pourrait voir des organismes de ce type-là. Mais là, à ce moment-là, ça bloque. Parce qu'il y a des façons de comprendre ça de plein de façons. Fait qu'on est tout le temps dans cette dynamique-là. Et à la CETROC, on a fait une analyse, nous, des typologies et on a proposé au ministère d'en rajouter une nouvelle pour essayer de différencier mieux tout le monde parce que souvent, les lignes sont trop minces. Tout ça pour dire, voici où on en est dans ces travaux-là. Le ministère, en tout cas, il n'arrête pas de nous pousser dessus en disant que les travaux commencent fin février. Donc, CETROC, TRPOCB, on va même être convoqués pour la mise en place de ces travaux-là. Fait qu'on a comme 1 an devant nous pour faire ces travaux-là. Fait que je dirais que dans la région, on va être encore sur la glace, mais les organismes au niveau de la région ne sont pas pénalisés. Au niveau de la typologie, même si vous ne savez pas si vous êtes un aide et entraide ou un milieu de vie, parce que pour les 2 dernières années, tout le monde a eu la balise du milieu de vie, justement pour ne pas pénaliser un organisme qui se retrouverait injustement dans aide et entraide ou l'inverse. Là, il y a des gens qui pourraient dire « Oui, mais ça veut dire que le seuil plancher est beaucoup plus gros. » Effectivement, le seuil est un petit peu plus gros si un organisme est aide et entraide. Ce que ça va avoir comme impact, c'est que pour les 2 années qui viennent de se vivre, peut-être que le montant a été un peu plus élevé. Mais ce que ça veut dire, c'est quand on va réappliquer avec vraiment aide et entraide, milieu de vie, là, le montant va être moins élevé pour les organismes aide et entraide qui auront avancé une petite affaire plus vite. Puis là, tu sais, moi, j'ai envie de vous dire... ce n'est pas des montants où on va voir des 25 000 de différence entre une des 2 catégories. Fait que oui, aide et entraide vont avoir avancé une petite affaire plus vite, mais ça veut dire qu'après, les montants vont être plus petits. Fait que l'équité ou l'équité entre les secteurs va quand même être là quand on va avoir fini ces travaux-là. Fait que, je ne sais pas si ça a répondu. Là, j'ai fait un petit historique, la situation actuelle, qu'est-ce qu'elle en est. Fait que c'est ça. Fait que pour les groupes, là, vous n'avez pas été pénalisés si vous êtes aide et entraide ou milieu de vie depuis les 2 dernières années. Puis ça, on l'avait écrit beaucoup là, dans les communications de la Troquelle. C'est d'ailleurs le CA de la Troquelle qui avait fait cette demande-là, justement pour qu'on s'assure qu'il n'y ait pas des organismes qui soient pénalisés à cause de ces travaux-là que le ministère ne mène pas. Est-ce que ça veut dire que je comprends? Parce que, tu sais, dans ce que tu viens de dire, pour moi, nous, on est une maison des aînés. C'est comme clair qu'on est un milieu de vie, tu sais, comparativement aux autres groupes que tu as nommés. Mais ce que je comprends, c'est que le 6 ne répondra pas à notre désir de clarification tant que les travaux ne sont pas faits. Exactement. Ça reste sur la glace. Est-ce que vous avez d'autres questions? Gênez-vous pas, on est là pour y répondre. J'ai pas de main levée. Il y avait une question que j'avais reçue plus en direct. Est-ce que la Troquelle souhaite recevoir une copie de nos demandes, les demandes PSOC? En fait,
oui, soit si vous pouvez nous envoyer votre demande PSOC ou le montant du rehaussement. Oui, c'est ça. À date, en général, le 6 nous le partage, le montant, mais des fois qu'ils décidaient de ne pas nous partager le montant, c'est sûr que pour nous, pour nos représentations, c'est le fun de savoir le montant de rehaussement que les organismes demandent. Fait que si vous pouvez, si c'est plus court pour vous de juste nous envoyer un petit courriel en disant « Bonjour Hugo, notre organisme m'a demandé… » Ben, bonjour Hugo, bonjour l'équipe. Notre organisme m'a demandé tel montant de rehaussement. Ben, nous, ça va nous aider. Mais puis, depuis l'année passée, là, vous vous souvenez, on va en parler tantôt, là, la demande PSOC, on écrit le montant de rehaussement qu'on veut. T'sais, on ne demande plus le montant total. Fait que faites juste me clarifier, ou nous clarifier, si vous nous écrivez le montant total ou le montant de rehaussement. Fait que si vous ne voulez pas vous compliquer la vie, envoyez-nous votre formulaire, on va trouver les bonnes données. Puis si vous voulez faire simple, écrivez-nous ce que vous voulez comme rehaussement. Comme le formulaire, qu'est-ce qui est écrit. Tout à fait. On vous fera sans doute un petit rappel de toute façon à ce niveau-là. Nous, ça nous aide dans nos revendications. Ça nous permet justement d'établir combien il manque dans la région par rapport à ce qu'on a et ce qui est octroyé. Il y a Dany qui a une question. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, bon. Ben, c'est une question autant à la Troquelle qu'à tous les autres organismes. Nous, à l'Association des sourds, on aimerait faire une revue de toutes nos procédures, de nos règlements généraux, tout ça. Et on chercherait une personne qui est de confiance et qui connaît bien le communautaire pour nous aider à faire ça. Évidemment, on est prêt à payer ce que ça coûtera. Donc, si quelqu'un connaît une personne qui est disponible en ce moment, on aimerait faire ça au cours des prochaines semaines, prochains mois. Toute une revue de nos politiques et procédures et tout ça. Donc, l'Association des sourds, on est en recherche de ça en ce moment. Dany, il y a, Oui. À la base, je dirais, une des premières portes d'entrée que tu peux voir, il y a l'organisation communautaire. C'est sûr que là, ils sont à effectif réduit là, à cause de la COVID, fait qu'ils doivent prioriser les types de demandes, mais sache que ça existe. Tu peux faire une demande au niveau de l'organisation communautaire pour voir là, la possibilité, parce que les organisateurs, organisatrices communautaires, là, la question des règlements généraux, la question des politiques, habituellement, ils sont là pour soutenir les organismes. Fait que ça, c'est une voie. Puis sinon, en temps normal, c'est sûr que je leur ai demandé, mais là, c'est peut-être pas le bon moment pour eux. Mais vas-y, continue, excuse. Oui, pas de problème. En fait, tu peux quand même déposer la demande, puis ils vont te dire si tu n'es pas priorisé ou il y a ça. Et sinon, tu peux aussi voir avec le Centre régional de formation de la Nodière. Je sais qu'il y a certains organismes qui les avaient approchés. Puis là, je sais que le lien est un peu bizarre, mais des fois, c'est vu un peu comme c'est formatif pour l'équipe, mettons, du conseil d'administration, de travailler les règlements généraux et tout ça. Fait que tu peux leur en parler parce que dans nos rencontres avec leur équipe, ils nous disaient qu'ils recevaient parfois ce genre de demande-là. Fait que je te dirais en tout cas que moi, c'est les deux premières idées qui me viennent en tête. Ah, j'aurais pas pensé à ça. OK. Je vais les contacter. Merci. Puis j'invite les gens, si vous connaissez du monde, dans le chat pour l'écrire à Dany, n'hésitez pas à le faire. Ah, tu vois, Julie qui nous dit dans le chat, Nathalie du CRFL a une banque de consultants pour ce type de travail. Donc, voilà. Super. Merci. Pendant que vous réfléchissez peut-être à des questions que vous voudriez poser, Maya, est-ce que tu voudrais aller chercher le lien du sondage pour les projets? Oui. Pour le mettre dans le chat. En fait, je vous explique un petit peu. Vous l'avez peut-être vu passer dans les courriels hebdo, mais on est pas mal sur les derniers 1000. En fait, on travaille actuellement, la Troquelle, avec un député lanaudois de la Coalition Avenir Québec qui a envie de faire comprendre à ses collègues que le financement par projet, ce n'est pas le meilleur type de financement pour aider la réalisation de la mission des organismes. Par contre, pour faire son travail, ce qu'il y a de besoin, c'est des organismes qui sont prêts à témoigner de l'impact que des projets ont eu sur leurs organismes. Par exemple, ce que nous, on entend souvent quand vous nous parlez de ce type d'appel-là, c'est que vous devez faire une petite gymnastique au niveau de votre mission. Parce que c'est toujours des projets novateurs, des nouveaux projets, des projets qui n'ont jamais été réalisés. Fait que
ça amène les organismes souvent à devoir un peu étirer là, la sauce, à dire, puis là, je vais dire n'importe quoi, mais on est une maison de jeunes, on va s'acheter un studio de musique pour que les jeunes viennent faire de la musique, puis on va écrire une chanson, puis ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais des fois, les maisons de jeunes disent on finit par manquer d'idées. Puis si on avait juste un meilleur financement à la mission, on créerait des projets avec les jeunes ou on créerait des projets en fonction de la réalité. Puis souvent, le moment où tu fais ta demande, puis là, tu fais l'appel de projet, les jeunes qui étaient là dans la maison voulaient faire un studio de musique puis tout. Mais finalement, la réponse vient 1 an plus tard, puis ces jeunes-là ne sont plus là. Fait que là, tu es pris avec des instruments de musique, un studio, mais finalement, tu n'as plus vraiment les jeunes qui voulaient faire ça. Fait que ça, c'est un exemple là, parmi tant d'autres. Mais ce qu'on souhaite, c'est d'avoir vraiment des exemples concrets parce qu'on est capable, nous, la Troquelle, d'expliquer l'impact sur les groupes. Aussi, des fois, l'impact, là, ce projet-là, c'était peut-être plus léger, mais on le sait, entre autres, à la lutte à la pauvreté, des organismes vont mettre en place des nouveaux services ou vraiment des nouveaux projets. Puis 2 ans plus tard, ils meurent faute de financement. Puis les gens qui avaient une réponse à leurs besoins en ont plus. Ou l'organisme va décider de maintenir le projet avec le peu de financement qu'il y avait déjà, fait que ça fragilise encore plus. Donc, on est vraiment à la recherche d'exemples concrets. C'est des exemples qui vont être utilisés vraiment pour de la documentation à l'interne, confidentielle. Vous n'avez même pas besoin de parler du programme de projet. C'est vraiment juste un exemple qui dit qu'est-ce que ça a eu comme impact sur les organismes. Puis là, je parle beaucoup du négatif, mais on le sait qu'il y a aussi des organismes qui ont des impacts positifs par les projets. Mais on veut vraiment voir les 2 côtés de la médaille quand elles existent pour pouvoir vraiment alimenter le député pour faire ses démarches. Fait que si vous pouvez prendre le temps, là, 5-10 minutes pour aller répondre, je le sais que vous êtes surchargé de sondages actuellement, mais ça nous donnerait vraiment des outils pour pouvoir faire ces représentations politiques-là pour justement, puis on est dans l'année du plan d'action gouvernemental en action communautaire. On le sait que dans le gouvernement, ça parle beaucoup de l'action communautaire en ce moment. Donc, ça serait le fun si on peut mettre encore plus de données à réfléchir et à mâcher en vue du plan d'action gouvernemental, ça pourrait être le fun. Puis, je pense que c'est Julie Thériault qui nous avait envoyé un courriel en disant mon CA, c'est le 9 février, il sera-tu trop tard? Mais non, il ne sera pas trop tard. Vous pouvez, nous, on va garder le sondage ouvert pour un moment, fait qu'on va faire on va faire comme des rapports d'étapes de comment on reçoit ces exemples-là, ces témoignages-là que vous nous donnez. Mais ça va être vraiment utile dans les prochaines représentations. Fait que si vous avez des choses à dire par rapport à ça, ça serait super que vous puissiez remplir le sondage. Puis, oui, c'est ça. Maya vous a remis le lien dans le chat pour pouvoir aller cliquer dessus et le remplir. Mélissa, tu as une question? Bon matin, excusez mon retard. Hugo, je ne sais pas si la question t'a été posée, mais dans le secteur des ITSODP, il y a eu un montant d'alloués non récurrents pour l'augmentation de dispensation dans le fond pour du service supplémentaire aux familles qui commencerait, exemple, le 15 février jusqu'à la fin juin. On a eu les réponses et le 6 nous demande, dans le fond, nulle part c'était écrit qu'il fallait que l'organisme fournisse des sous. Et là, il nous demande de fournir le 20 %. Fait que dans le fond, il nous donnerait 80 % de ce que la demande a été faite par l'organisme, puis il faudrait que l'organisme fournisse le 20 %. Est-ce que tu es au courant? En fait, je suis au courant, je dirais, par la bande, là, dans le sens que ça, c'est un programme du ministère de la Santé, vraiment de la direction des IDP TSA. Puis, en tout cas, le 20 %, ça, c'est surprenant parce que nous, ce qu'on avait plus entendu, c'est que dans des régions, c'était aller en appel d'offres public. Ce que dans la région de la Naudière, je pense que ça n'a pas été exactement ce format-là. Mais le 80-20, ça, j'en avais pas entendu parler. Fait que je ne peux pas savoir si c'est une donnée régionale ou nationale, mais tout de suite après l'entracte, je vais aller consulter mes collègues des autres régions, puis je vais écrire aussi pour avoir des explications. Surtout, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que vous avez fait vos demandes. Ils vous répondent, oui, mais dans le fond, vous devez mettre 20 %, c'est ça? Oui, dans le fond, hier, j'ai eu un appel. La personne elle me dit, bon, finalement, tu as demandé un montant X, on te donne 80 %.
Fait que moi, j'ai pas de problème, je vais te donner 80% de ce que j'avais écrit que je ferais. Tu sais, exemple, j'avais écrit que je ferais 10 répits dodo, ben je vais en faire 8, 80%. Il n'y a pas de problème. Moi. Mais là, pour elle, c'était, ben non, mais dans le fond, on te donne 80%, mais c'est à toi à fournir le reste pour qu'on ait la même offre. Mais okay. Ça n'a jamais été écrit nulle part, puis on s'entend, c'est pas de l'argent mission, là. Moi, j'ai déposé pour un nombre X de services avec un montant X, mais l'organisme n'a pas fourni la différence. Là. Mais non. Fait que je voulais savoir si tu étais au courant, mais. Oui, c'est ça. Ben, comme je te dis, j'étais au courant de d'autres trucs de ce programme-là, mais je n'avais pas entendu parler du 80-20. Fait que là, est-ce que c'est une consigne ministérielle? Est-ce que c'est une consigne régionale? Est-ce que c'est la personne qui le perçoit de même au CIS? On va faire une petite validation. Puis, tu sais, moi, je vais valider auprès de mes collègues du secteur. Est-ce que je suis la seule qui a eu cette réponse de 80-20-là aussi? Fait que je vais appeler quelques collègues que je sais qui ont déposé aussi, puis je te ferai un suivi. OK, merci beaucoup. Puis moi, de mon côté, les infos que j'aurai, je ferai le suivi aussi. Sinon, est-ce qu'on a d'autres questions? Gênez-vous pas, il nous reste un petit 5 minutes en mode de questions-réponses. J'ai pas de main levée, pas de questions dans le chat. Ben, je vais faire une autre pub. J'ai fait de la pub pour le sondage, mais pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, puis je réalisais que j'avais été très vite, là, quand je vous ai parlé de l'action du 17 février que vous avez vu circuler, pour peut-être plus vous expliquer là, ce que ça veut dire le 17 février, c'est vraiment une mobilisation d'un autre ordre qu'on va faire en Zoom. On va être 5 régions du Québec ensemble ce matin-là. Ça devrait avoir lieu à partir de 9 h. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un moment tous ensemble, des organismes, en fait, des travailleurs, travailleuses, des bénévoles, du mouvement communautaire autonome pour vraiment se prendre un moment pour se faire du bien. Là-dedans, il va y avoir quelque chose. En tout cas, on est à la recherche d'un ou d'une artiste qui va venir nous faire une prestation. Et là, ça reste très large. Il va y avoir un genre de speed dating d'organismes entre les régions, vu qu'on va se retrouver avec des gens de l'Outaouais, du nord du Québec, de l'Abitibi-Témiscamingue. Nord du Québec. Hein? De l'Estrie. De l'Estrie. Ah oui, c'est ça, c'est l'Estrie que j'ai oublié. Estrie, nord du Québec, Outaouais. Abitibi-Témiscamingue. Et de la Nodière. On y arrive. Merci, Maya. Fait que ça va être du monde vraiment de toutes ces régions-là. Puis, c'est ça, il va y avoir du speed dating entre organismes. Bon, c'est vraiment un moment là, pour se faire du bien. On va vous inviter à être en pyjama aussi ce matin-là. Puis l'idée, c'est qu'à travers le Zoom qu'on va faire, on risque d'être beaucoup. On faisait une petite évaluation, là, puis on pense qu'on pourrait dépasser le 1000 personnes là, pour ces Zooms-là. L'idée, c'est aussi de montrer le mouvement communautaire autonome en temps de COVID. Fait que pendant qu'il va se passer les activités, il va y avoir de la captation vidéo qui va être faite et dans l'après-midi, on va avoir une conférence de presse, les régions ensemble, pour parler de la réalité des organismes. Fait que même au niveau mobilisation, on est tous en train de se réorganiser là, pour réussir à avoir un impact. Fait que si vous pouvez être avec nous le 17 au matin, ça serait super le fun. Ultimement... Les membres peuvent être là aussi, Hugo, là, les organismes, les bénévoles, les travailleurs, les travailleuses. Donc, c'est vraiment quelque chose de collectif pour tous les gens qui œuvrent dans le milieu, dans notre mouvement d'action communautaire autonome. Fait que ça peut être un beau moment pour vos membres aussi, hein. Des fois, la vie associative, le niveau collectif, de sentir qu'on fait partie d'un mouvement, c'est quelque chose qui demande de se connecter, mais en même temps, c'est ça, on le fait de chez nous. Puis, donc, ça peut être intéressant de le mettre de l'avant aussi à ce niveau-là, un peu comme une rencontre d'équipe, de monde, d'en faire un moment collectif de votre vie associative. Joanne, tu as une question? Oui, excusez, j'avais de la misère avec mon Python unmute. Oui, donc ce serait à partir de 9 h. On a-tu comme une idée de 9 h à quelle heure le matin? Puis d'après-midi, la conférence de presse, est-ce que tout le monde est invité aussi? Puis si oui, ce serait vers quelle heure? OK. En fait, en théorie, on visait une organisation d'environ 1h30, 1h45. Fait que si ça commence à 9 h, on devrait avoir fini
pour 10h30, 10h45. Là, il reste à ficeler. Là. Peut-être que ça va être de 9h30 à 11h. Fait que, je vous dirais, réservez-vous le 9 à 11. Vous allez être sûr de rien manquer. Puis, pour ce qui est de la conférence de presse, ça va être sur Facebook Live. Fait que dans le fond, vous n'aurez pas à vous connecter à un Zoom. Vous allez pouvoir la suivre directement sur les pages Facebook des Troc Rock qui font l'activité. Fait que, puis, elle va être à 15h, la conférence de presse, pour pouvoir la suivre. Fait que c'est vraiment deux moments distincts, mais celui de l'après-midi, ça vous demande plus de vous connecter à Facebook pour suivre la conférence de presse et commenter dans les commentaires à ce moment-là. OK. Puis, on invite nos membres à participer autant de membres qu'on veut ou il y a comme une limite là, pour le Zoom étant donné? Non, autant, OK. Parfait, super. On souhaite pousser les limites du Zoom, puis c'est ce qu'on se disait hier au comité organisationnel. Si on dépasse les 1000, ben, il n'y en a pas de problème. On va vivre avec ce beau problème-là, puis ça va juste être trippant. Excellent, merci. Fait que 17 février, si vous croisez, ben on ne croise pas beaucoup de monde à part en Zoom, mais si vous croisez du monde en Zoom qui n'ont pas entendu parler du 17 février, n'hésitez pas à leur partager ce moment-là. Puis de toute façon, comme Maya disait tantôt, vous avez reçu un courriel vendredi dernier avec l'explication. Dans le courriel hebdomadaire d'aujourd'hui, vous allez recevoir encore des informations. Puis d'ici le 17 février, on va encore vous donner de l'information. Fait que vous allez en entendre parler, mais n'hésitez pas à en parler autour de vous par les moyens 2021. Oui, c'est ça. Il y a les vignettes là, que vous pouvez utiliser sur Facebook aussi dans vos signatures. Donc, vous allez avoir les outils. Moi, en tout cas, je trouve ça super stimulant comme moment collectif. Tu sais, on en a besoin. En tout cas, moi, j'en ai besoin, là, même si c'est par Zoom, il me semble de sentir un peu cette vague-là, tout le monde ensemble, de dire, ben on le vit tout le monde ensemble. Tu sais, on est beaucoup chacun de notre bord au quotidien. Mais justement, d'avoir un moment collectif comme celui-là, je pense que ça peut être super énergisant. C'est pas pour rien l'image des batteries, là, mais ça peut être super énergisant comme moment pour tout le monde. Donc, voilà. Merci, Julie. Julie nous quitte, je pense. Bye-bye. Donc, ça a fait la première partie de notre Zoom. Merci. N'hésitez pas, on l'a fait de façon collective, la période questions-réponses. On sait que c'est apprécié parce qu'on peut aller tout bord, tout côté. Vous entendez les questions des autres, ça répond à des fois à vos propres questions. Mais la troc, elle est là. Vous pouvez nous écrire un courriel. Vous pouvez nous laisser un message. On vous rappelle. C'est sûr qu'on est un petit peu plus en mode télétravail. Là. Il y a juste notre Denise qui est chanceuse d'être au bureau en ce moment. Mais n'hésitez pas, on est là pour vous toujours dans cette situation-là. Fait que je vous propose qu'on se prenne 10 minutes de pause. On se retrouve à 10h05. Et là, à 10h05, c'est vraiment, on passe le formulaire PSOC, là, point par point de ce qu'on a à remplir. Donc, c'est vraiment pour vous aider à ce moment-là. Fait que je vous invite même à avoir votre formulaire pas loin là, pour pouvoir le compléter. Puis c'est vraiment ceux qui ont à remplir le formulaire PSOC, si vous êtes financé par un autre ministère, vous pouvez être là parce que vous aimez entendre nos voix, Maya et moi, mais je vous dirais que ça se peut que vous trouviez ça une petite affaire moins pertinente. Fait qu'on se retrouve à 10h05.
Salut Denise.
Donc, je pense qu'on va reprendre tranquillement. On va laisser les gens se connecter. Joanne, tu as abordé dans le chat là, la question des surplus financiers du 25 On me propose d'y revenir juste à la fin quand on va avoir parlé du formulaire, là, de se garder un petit 3-4 minutes pour en discuter, si ça te convient comme ça. C'est bon? Parfait. OK, donc... Justement, là, ceux qui se demandent, l'enregistrement va être disponible la semaine prochaine sur la chaîne YouTube. Donc, vous pourrez, s'il y en a qui n'étaient pas là dans la première partie ou si vous voulez la partager, mais on va vous la rendre disponible. Donc, je vous invite idéalement à avoir votre formulaire pas loin parce que je prends vraiment le formulaire point par point. On va le faire par bloc. Fait que ce que je vais faire, un peu comme ceux qui l'avaient suivi l'année passée, on prend le bloc, je vous l'explique, je réponds à vos questions. On passe à l'autre bloc, je vous l'explique, je réponds aux questions. Puis on y va comme ça, page par page. C'est bon pour tout le monde? Donc, dans la première page, il n'y a rien à faire, c'est juste la présentation. J'aime attirer votre attention sur le nom du formulaire. Le formulaire s'appelle maintenant « Formulaire annuel, mise à jour de l'information, demande de rehaussement ». Parce qu'avant, c'était la demande de financement. Maintenant, c'est la demande de rehaussement qu'on remplit à chaque année au mois de janvier. Petit rappel, n'oubliez pas que c'est vendredi le 26 février que ça doit être rendu au 6 par courriel. Vous avez là sur la première page le courriel. Donc, ce n'est pas à l'adresse de Valérie Lantagne que vous devez l'envoyer, mais bien à l'adresse du PSOC, qui est psoc.cislan@sssss.gouv.qc.ca. Donc, 26 février, c'est la date à mettre à votre agenda pour qu'il soit rendu. Ensuite de ça, quand on arrive à la page 2, au haut de l'écran, au haut de la page, vous avez le nom de l'organisme puis un petit encadré bleu. Je vous invite à ne pas l'oublier parce que pour les processus, ça facilite quand il est complété. Après ça, bloc 1 dans la grille à compléter, c'est vraiment les coordonnées de votre organisme. Puis, il vous demande que si les renseignements que vous fournissez sont différents ou nouveaux par rapport à la dernière demande de soutien financier à la mission globale. Donc, si les coordonnées ont changé, les choses ont changé dans ce bloc-là, comparé à l'année passée, bien, vous cochez différent. Et après ça, peu importe que vous cochez différent ou pas, ça, c'est pas grave, vous devez compléter quand même chacune des blocs. Fait que nom de l'organisme, votre numéro d'entreprise du Québec qui est inscrit sur votre charte, l'adresse municipale, la ville, la province, le code postal, le casier postal en cas de besoin. L'adresse électronique officielle de l'organisme pour la correspondance et la transmission des avis de paiement. Vous vous souvenez, là, on reçoit à chaque versement un bordereau de paiement. Et ça, le ministère demande que ce soit une adresse qui est impersonnelle, dans le sens qu'ils ne vont pas l'envoyer à hugo@troquel.org. Ils vont l'envoyer à troquel@troquel.org ou à info@troquel.org. Donc, une adresse qui ne va pas changer au gré du changement de personnel. Donc, puis c'est bien indiqué en note de votre page que si vous avez un nom à commercial quelque chose qui vous demande d'avoir une adresse générique. Donc, faites attention à ça pour recevoir là, les correspondances du ministère, c'est important. Puis, c'est à partir de cette base de données-là ministérielle que le CIS aussi envoie les éléments. Donc, juste vous assurer là, que les informations sont les bonnes. Ensuite, téléphone, le site Internet, si vous avez un Facebook ou un autre réseau social. Ensuite, le nom de la dirigeante principale ou du dirigeant. Ça, c'est dans le fond le directeur, la directrice, la coordination ou le nom que vous avez donné à cette personne-là qui est responsable. Donc, son nom, son titre, le téléphone, son adresse électronique. Et ensuite, le nom de la présidente ou du président. Et là, dans le téléphone, autre que celui de l'organisme, c'est que c'est vraiment en cas d'urgence, s'ils ont besoin de téléphoner au président, bien, ils veulent un téléphone pour rejoindre le président, non pas appeler à l'organisme pour réussir à parler au président, vu qu'ils savent que les présidents ne sont pas dans les organismes. Puis, l'adresse électronique de la présidence. Est-ce qu'il y a des questions pour le bloc 1? Ça va? Évidemment, c'est celui qui a le moins d'enjeux, je dirais. Ensuite, 1.2.
En cohérence avec les obligations de l'organisme inscrites à l'article 2.7, veuillez fournir les renseignements suivants. C'est que c'est vraiment dans le fond, des éléments qu'on doit respecter comme organisme qui sont dans la convention. À date, notre convention, on l'a signée en 2015. On a hâte d'en avoir une nouvelle, mais en ce moment, on a toujours surfé d'une année à l'autre par rapport à ça. Mais entre autres, ce que ça demande, c'est de toujours maintenir à jour les lettres patentes au niveau du ministère ou des CIS. Donc, vous indiquez la date des lettres patentes ou des lettres patentes supplémentaires les plus récentes. Donc, dans le fond, vous prenez votre charte, vous regardez la date qui est indiquée dessus. S'il y a eu des modifications aux lettres patentes puis que vous avez fait des demandes de lettres patentes supplémentaires, bien, vous écrivez cette date-là. Et vous n'oubliez pas, si ça a changé dans le cours d'année, de l'envoyer au CIS. Ça fait partie de nos obligations de quand nos documents comme ça changent, de les faire parvenir au CIS. Ensuite, la date de l'adoption par l'Assemblée générale des membres des règlements généraux en vigueur. Donc, encore là, on ne les change pas nécessairement chaque année, les règlements généraux, mais vous écrivez la date la dernière fois qu'en Assemblée générale, vous avez adopté vos règlements généraux. Puis quand il y a des changements, encore là, les règlements généraux, on doit envoyer une copie des règlements généraux qui ont été modifiés par l'Assemblée générale annuelle. Ensuite, le point 3, c'est dans la dernière année, est-ce qu'il y a eu une condamnation contre l'organisme ou une personne représentante de l'organisme, oui ou non? Et si oui, on explique. On vous a envoyé lundi dernier les outils pour remplir le PSOC et vous avez un petit explicatif là, par rapport justement à la question 3 puis la question 4. Le MES, dans le fond, le ministère ou les CIS ont besoin de savoir si une condamnation contre l'organisme ou une personne représentante de votre organisme compromet ou fragilise la réalisation de votre mission. C'est vraiment en lien avec l'organisme, là, cette question-là. L'objectif, c'est juste que les fonds publics ne soient pas dépensés autrement que pour les activités de l'organisme. C'est vraiment pour savoir là, que, dans le fond, il n'y a pas de problèmes légaux associés à l'organisme. Puis, l'idée, c'est que le MES souhaite s'assurer que les personnes qui agissent auprès des gens qui fréquentent votre organisme n'ont pas de casier judiciaire qui permettrait de douter de la sécurité des gens ou encore de condamnation d'un administrateur dans le fait qu'il serait poursuivi dans son rôle au niveau de l'organisme. Puis c'est clair que ce n'est pas des poursuites qui n'ont pas entraîné de condamnation. Des fois, ça arrive là, à la CNESST, là, des situations où il y a des départs et tout, mais c'est vraiment juste quand on est dans la réalisation des activités de l'organisme. Je vous dirais, c'est des cas hyper exceptionnels là, que vous allez répondre à oui si vous avez à répondre à cette question-là. Donc, je vous invite vraiment à vous référer, là, si vous vous questionnez, est-ce qu'on a eu une condamnation? Dans l'outil PSOC, là, on vous explique vraiment chacun des éléments. Mais comme je vous dis, c'est vraiment lié à la mission de l'organisme. Quelqu'un qui a eu, je vais y aller bêtement avec cet exemple-là, mais un ticket de vitesse, vous n'avez pas besoin d'indiquer ça au ministère. C'est vraiment quelque chose qui a un impact sur la réalisation de la mission de l'organisme. Et après ça, dernière question de ce bloc-là. Dans la dernière année, indiquez si l'organisme a eu des contraintes majeures au maintien de ses activités et les mesures prises pour aviser les participants, les partenaires, incluant une poursuite judiciaire contre l'organisme qui mettrait en péril les services et les activités de celle-ci. Encore là, dans le petit guide qu'on vous a envoyé, on parle vraiment de contraintes majeures là, qui empêchent l'organisme de réaliser sa mission en temps normal. On parlait de vol d'ordinateur, d'incendie, d'une inondation. L'organisme a dû fermer ses portes pour une rénovation majeure. On est vraiment dans des gros éléments comme ça. On parle de poursuites judiciaires, encore là, qui auraient un impact sur la réalisation des activités parce que, mettons, qu'une poursuite amène que l'organisme doit payer un montant pour se sortir de la situation, puis que ça arrête les activités. On est vraiment dans ce cadre-là. Par rapport à la COVID, j'ai eu plusieurs questions. Les gens disent, j'ai eu des contraintes majeures à cause de la COVID, j'ai dû m'adapter. Si vous avez arrêté vos activités, mais vraiment dans le vraiment arrêter vos activités,
ben là, vous pouvez parler que oui, il y a eu des contraintes à cause de la COVID. Si vous vous êtes adapté puis que vous avez changé vos activités pour réussir, puis là, vous êtes passé en mode virtuel, vous êtes passé en mode, ben oui, vous n'avez peut-être pas réalisé les activités habituelles, mais vous en avez réalisé des activités. Fait que vous n'êtes pas dans la contrainte majeure de ne pas faire d'activité, vous êtes dans l'adaptation au niveau de la COVID. À ce moment-là, c'est plus dans la reddition de compte ou dans le rapport d'activité, justement, que vous allez pouvoir démontrer cette adaptation-là que vous avez eue par rapport à un contexte global qui est la COVID, là. Fait que c'est ça. Fait que si vous mettez que la COVID vous a arrêté vos activités parce que vous n'avez pas pu en tenir, là, vous l'inscrivez ici, puis vous dites comment vous avez informé les participants de ça. Mais si vous vous êtes adapté à la situation de la COVID, à ce moment-là, vous n'avez pas à remplir ça. Élisabeth, tu as une question? Oui, OK. Je m'excuse pour le bruit de fond de Pat Patrouille, là. Je voulais savoir, est-ce que dans cette question-là, au point 4, je peux indiquer la mesure 15.012, qui est dans le fond l'enveloppe budgétaire qui a été remise à toutes les écoles pour de l'aide alimentaire. Donc, moi, qui est un organisme d'aide alimentaire dans les écoles, ça fait que l'école ne veut plus mon budget, mes collations, mais veut juste mes bénévoles avec leur argent. Oui. Fait que ça compte. Tu pourrais le nommer parce que là, en fait, oui, je te dis oui, parce que ça a eu un impact sur tes activités. Tu n'as pas pu rendre les activités que tu faisais dans cette école-là. Mais tu sais, je te dirais, tu l'indiques à cause de ça. Qu'est-ce que vous avez fait pour informer les participants? Vous t'expliques la situation. Mais comme Maya disait, ça va être dans la reddition de compte, dans ton rapport d'activité, que tu vas aller plus loin dans les explications et tout. Mais dans ça, tu peux prendre le temps d'expliquer que cette mesure-là a eu cet impact-là. Fait que vous, évidemment, ça a eu cette conséquence-là. OK, parfait. Parce que, il n'y a pas eu d'incidence sur l'offre qui a été offerte aux membres, c'est-à-dire les élèves. Mais, c'est juste parce que ça ne venait pas de la même enveloppe budgétaire. Oui. J'ai une autre question aussi. Le fait que, dans le fond, il y a l'autre organisme qui était dans l'école, qui est le Club des petits déjeuners, ont changé leur offre parce qu'eux se sont adaptés. Ça fait que nous, notre offre a été retirée. Fait que ça, est-ce que ça compte aussi dans mes changements? Ça moi, j'en parlerai dans le rapport d'activité, mais pas dans ce formulaire-là. OK, parfait. Puis, sinon, pour la COVID, là, je sais que tu viens juste d'en parler, mais juste pour être sûre, là, dans le fond, moi, mes activités ont cessé pendant une période parce que les écoles ont fermé, mais on s'est adapté en faisant d'autres choses après. Fait que est-ce que j'en parle un peu, mais non. Surtout dans... Non, pas du tout, juste dans le rapport. Parfait. Ouais. Merci. Plaisir. Jocelyne. Jocelyne. Oui, bonjour. Ma question est, c'était un petit peu, Elisabeth vient de la poser un peu aussi. Nous, on avait commencé nos activités en octobre et puis le 21, tout a fermé, donc on a dû les suspendre. On attend la réouverture. Est-ce qu'il faut le mentionner là? C'est à cause de la COVID, évidemment, là. Ouais. Ou on attend le rapport d'activité? Si vous avez vraiment arrêté les activités puis qu'il n'y a pas eu d'adaptation, vous n'avez pas transformé ça en virtuel, vous n'avez pas. Là, vous pouvez l'indiquer, que nous, on a suspendu l'ensemble des activités compte tenu de la COVID parce que ça ne nous permettait pas de rejoindre les personnes en vrai pour répondre à la mission. Ça, oui, tu peux l'indiquer. OK. C'est bon. Vraiment si. Puis c'est correct là, de le dire, puis la pandémie a eu cet impact-là. Je sais que pour Serge, que j'ai vu tantôt, ça va être la même réalité, parce que vous étiez avec des personnes âgées au niveau de la forme physique, ça ne vous permettait pas de continuer les activités. Là, oui, vous le mettez parce que l'adaptation n'a pas été possible. Mais vous n'avez pas besoin de justifier pour autant. C'est vraiment dire, à cause de la COVID, on a suspendu les groupes qu'on faisait, puis on les a informés de telle façon. C'est tout. C'est pas votre rapport d'activité, là. C'est juste qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté pendant cette période-là. C'est ça, c'est une info très concise. C'est vraiment le rapport d'activité qui va permettre d'aller plus loin. Le formulaire, c'est de nommer les choses, puis ils veulent s'assurer, surtout que les membres ont été informés de l'arrêt des activités pour une raison exceptionnelle qui est là, la COVID. OK, je comprends. Merci beaucoup. Merci. Plaisir. On a Lynn et après Carole. Lynn? Oui, bien, c'est sur le même ordre d'idée. Parce que je vais être claire, parce que j'avais écrit de quoi, mais nous, si on a cessé, on va dire, de mars à septembre, puis après ça, on s'est adapté
on les a reçus, puis c'est que là aussi, on s'est adapté en virtuel. Je dois le mentionner ou pas? Ben, la période où il n'y a pas eu. C'est ça. Si c'est de mars à septembre que tu dis, il n'y a pas eu d'activité, vous ne faisiez plus rien. Là. Il n'y avait pas d'adaptation, il n'y avait pas. Ben, tu mets de mars à septembre, la COVID a fait qu'on a complètement arrêté nos activités. Puis tu dis, à partir d'octobre, on s'est adapté. Exact. Parfait. J'avais écrit un petit peu trop. Oui, c'est ça. Des fois, on le mélange avec un formulaire de reddition de compte, mais c'est vraiment pas, pas ça le but. C'est vraiment juste, comme Maya l'a dit, de s'assurer que vous avez informé vos membres de la situation. Carole? Bien, c'est ça ressemble beaucoup à la situation de Lynn. Sauf que moi, mon questionnement, c'était aussi par rapport que moi, mes activités, on les a toutes adaptées. On en fait, mais sauf que, point de vue budget, j'ai un méchant gros clash, là. Moi, les bénévoles, ils ne font plus d'activité vraiment avec les filleuls. Ça se fait tout par virtuel. Mais heureusement, vu que je n'avais pas un gros surplus, ben, mon coussin, en tout cas, si on en aurait un à venir comme cette année, j'étais correct. Donc, ici, c'est vraiment d'indiquer encore la période. Ouais. Et je ne parle pas de mon budget là, qui n'a pas été dépensé. C'est vraiment pas dans ce formulaire-là. Ça, vous allez le faire, mais à l'intérieur de la reddition de compte de l'organisme, mais pas dans ce formulaire-là. Merci. Fait que c'est ça, tout le temps où vous avez été en adaptation de vos activités, vous n'avez pas été vous n'étiez pas fermé. C'est vraiment juste si, mettons, mars-avril, il y a des groupes là, qui se sont virés de bord. Là. Des fois, se réorganiser, ça prend un certain moment. Fait que mars-avril, il ne s'est rien passé. Ben, tu me dis juste la période où il ne s'est rien passé, puis comment vous aviez informé les membres, tout simplement. Bien, tu sais, je dis qu'il ne s'est rien passé. Moi, j'ai envoyé une lettre pour aviser les bénévoles que c'était interdit. Là. Ouais. Mais je sais que j'ai des jumelages qui ont lieu quand même. Fait qu'à ce moment-là, moi, là, je n'écris rien dans cette situation-là. OK, ben, j'avais des délinquants là, qui ont continué parce qu'il y en avait besoin. Donc, dans le fond, je tiens ça mort. Je parle pas de la lettre que j'ai écrite puis que. OK. Fait que personne n'a entendu ce que je viens de dire. Fait qu'on passe à autre chose. Tu sais, j'ai le goût de dire que dans ce formulaire-là, ils ne s'attarderont pas tant à la réalité de la COVID. Tu sais, en tant que vraiment. Moi, je suis quelqu'un de transparent. Hein? Fait que c'est comme. OK, c'est bon. Fait qu'on oublie ça. Bonjour tout le monde. mais tout ça, ça va être important dans le rapport d'activité, par exemple. Oui, tout ce que vous amenez là, dans le rapport d'activité, ça va être hyper important d'en parler. Mais dans le formulaire de rehaussement, non. OK. Mélissa? Bien, je pense que ça serait important, là, moi je l'avais écrit, mais de dire que dans le fond, même s'il n'y avait pas d'activité en tant que telle, bien, plusieurs organismes ont contacté leurs membres régulièrement pour s'assurer que ça allait bien à la maison. En tout cas, dans notre cas, là, on a fait quelques Zooms avec les jeunes. C'est sûr que notre offre d'activité pendant 2 mois n'a pas été la même parce qu'on ne pouvait pas offrir le temps qu'on savait d'avoir, on n'a pas offert de répit en présence. Rapidement, on s'est reviré pour on a réouvert les répits. Mais le bout où on était à la maison, de un, tous les employés ont été quand même payés malgré qu'ils étaient à la maison. Puis, on appelle les familles plusieurs fois par semaine. Fait que, dans le fond, il n'y a pas eu d'arrêt de service du tout. Exact. Parfait. C'est ça. L'adaptation démontre que vous avez été encore en activité. Peut-être que les activités étaient moins populaires. Là. D'habitude, vous voyez, je ne sais pas, moi, 30 personnes. Puis là, dans l'adaptation, vous en avez vu 5. Mais vous vous êtes adapté. Fait que ce n'est pas une contrainte au maintien des services. Mais je le savais qu'elle allait être plus crunchy cette année, cette question-là, à cause de la situation. Ça va pour le point 4? D'autres questions par rapport à ce bout-là? Ça va? Génial. Ensuite, on va être rendu dans le bloc 2 au niveau du conseil d'administration. Donc, la première colonne, le A, vous écrivez le nom des personnes. Ensuite, vous écrivez un numéro de téléphone autre que celui de l'organisme, donc le numéro où ils pourraient rejoindre ces personnes-là. Puis, tu sais, en fait, vous voyez là l'astérisque qui dit « Utilisez l'astérisque si le numéro de téléphone transmis est confidentiel et doit être utilisé en cas d'urgence seulement. » Sérieux que le MES appelle vos membres de conseil d'administration ou le CIS le fasse, là, c'est une situation méga exceptionnelle. Là. Ils ne s'amusent pas à appeler les membres.
Par contre, s'il y a des personnes, nous, on se faisait dire, moi, j'ai des personnes qui ont été victimes de violences sur mon conseil d'administration, ce n'est pas des numéros de téléphone qui circulent, bien, vous pouvez utiliser l'astérisque pour dire que c'est vraiment des numéros confidentiels de personnes qui ont des situations. Mais dites-vous, là, puis ça nous a été confirmé et par le MES et par le CIS. Là. C'est vraiment dans des situations hyper exceptionnelles où là, ils ont essayé de rejoindre le président, personne ne répond. Ils ont essayé la coordination, puis ils vont l'avoir essayé plusieurs fois. Là. S'ils sont rendus à essayer de trouver quelqu'un dans le CA pour avoir des réponses, parce que là, l'organisme ne répond plus. Là. Fait qu'on est vraiment dans des situations exceptionnelles. Fait que les numéros de téléphone pour les administrateurs, puis ensuite les fonctions au CA. Donc, président, vice-président, secrétaire, trésorière, administratrice, donc les fonctions. Et si vous avez des postes vacants, si, mettons, votre CA, c'est 7 personnes, vous avez 6 postes comblés, puis que vous en avez un qui est vacant, bien, vous écrivez au numéro 7 vacant. Parce qu'eux, ils veulent s'assurer que le nombre qu'il y a dans vos règlements généraux est le même que vous mettez dans le formulaire. Donc, si vous avez des postes vacants, bien, vous écrivez vacant au chiffre où vous êtes rendu là, par rapport au formulaire. Ensuite, il vous pose comme question, les personnes qui composent le CA sont-elles majoritairement des personnes utilisatrices des services de l'organisme ou des membres de la communauté que l'organisme dessert? Donc, dans le fond, ce qu'ils veulent savoir là, c'est est-ce que vous avez des postes réservés sur votre conseil d'administration, par exemple à des élus, par exemple à des gens du réseau public? Fait que c'est vraiment, si ce n'est pas des gens qui proviennent de la communauté ou qui sont des utilisateurs, bien, vous expliquez d'où proviennent ces gens-là, pourquoi ces personnes-là. Il y a des gens qui me disent, ben moi, c'est par exemple une avocate qui voulait m'aider dans tout ça. Ben l'avocate, c'est quelqu'un de la communauté qui est venu vous aider. C'est vraiment, si vous répondez non à cette question-là, c'est vraiment parce que vous avez des sièges réservés à des personnes en particulier que vous devez expliquer. Ça va pour ça? Ensuite, confirmez-vous que votre CA est indépendant du réseau public provincial, fédéral ou municipal. Donc là, on est vraiment à dire qu'il n'y a personne qui est payé par la fonction publique qui siège sur votre conseil d'administration. Et là, c'est fonction publique au sens large. Exemple, vous auriez une infirmière du CIS qui est payée par le CIS pour être sur votre conseil d'administration. Là, on est dans cette question-là. L'infirmière qui travaille au CIS, puis que sur ses heures en dehors du travail siège sur votre conseil d'administration, ça va. C'est vraiment si le lien d'emploi fait qu'elle est sur votre conseil d'administration, elle est payée pour être sur votre conseil d'administration, c'est là où vous devez expliquer d'où provient cette personne-là. Et dans la Nodière, il y a la question des élus, qu'on a parlé beaucoup là, dans les dernières années. Si vous avez un conseiller municipal, un député sur votre conseil d'administration, bien, vous devez l'inscrire là. Les députés, on ne le voit pas, là, mais des fois, des conseillers municipaux, ça peut arriver. Puis le problème, il y a des gens qui nous disent oui, mais l'infirmière du CIS là, qui n'est plus au CIS puis qu'elle vient sur mon CA, bien, l'élu, c'est parce que l'élu ne peut plus être plus élu. Il ne peut pas dire OK, pendant la rencontre du CA, je ne suis plus un élu. Ça ne s'enlève pas ce chapeau-là d'être élu. Elle est là, la distinction. Ça va pour ce petit bloc-là? Donc, les administrateurs, on confirme que c'est des personnes qui proviennent majoritairement de la communauté ou des utilisateurs, utilisatrices. Puis, on confirme l'indépendance du réseau public ou sinon, on explique. Ça va pour le point 2. Super. On est rendu au point 3. Donc, on est vraiment dans le rehaussement. Donc, les considérants, c'est un peu la résolution qu'on prend pour notre rehaussement. Considérant le soutien financier du PSOC qui constitue un appui à la réalisation de la mission globale de l'organisme en complément à la contribution de la communauté, ils veulent nous rappeler qu'ils veulent qu'on aille chercher des fonds ailleurs que juste au PSOC. L'organisme a reçu un montant de soutien à la mission globale dans le cadre du dernier exercice financier de... Là, ça, ces poches-là, ils nous font chercher le papier de l'année passée, mais vous devez inscrire dans ce chiffre-là le montant total du PSOC de cette année. Donc, ça inclut les 4 versements d'avril, juillet, octobre et janvier. Puis ça inclut l'indexation et le rehaussement.
Le rehaussement que vous avez eu dans votre versement. Fait que le meilleur truc, là, vous prenez vos 4 bordereaux, vous les additionnez et c'est le montant que vous mettez là. Quand je dis les bordereaux, là, c'est les bordereaux du MES qui vous disent ben, vous avez un dépôt à telle date de tel montant. Vous additionnez les 4, puis vous allez avoir le bon montant. Parce que dans l'addition des 4, vous allez avoir l'indexation puis le rehaussement. Fait que vous allez être sûr d'avoir le bon montant. Ça va pour ça? Et ensuite, à la toute fin de la résolution, il y a les autres considérants et c'est demandé quel est le montant de rehaussement demandé à titre de contribution du PSOC à la réalisation de la mission de l'organisme. Bien, vous écrivez, puis c'est vraiment le montant de rehaussement. Fait que si je vais avec des chiffrons, vous avez 100 000 en ce moment au PSOC, vous voulez 300 000, bien, le chiffre que vous écrivez là, c'est 200 000. OK? Fait que je le réexplique. Là. Dans le fond, si votre financement est à 100 000, vous en demandez 300 000, vous mettez la différence entre les deux, ça va être le 200 000. Fait que ça, c'est vraiment fait pour nous compliquer la vie. Il y avait 2 questions, Hugo, Elisabeth et Mélanie. Donc, Elisabeth. Oui, dans le fond, pour le montant reçu là, par le PSOC, est-ce qu'on met aussi les fonds d'urgence que le PSOC nous a donnés? Non. C'est vraiment juste la mission globale, le PSOC mission globale. Mélanie? Oui, j'ai une petite question par rapport à... Oh mon Dieu, je viens de me voir, j'ai mangé des bleuets, je suis désolée. Puis là, je me suis vue. Je suis désolée. Par rapport à l'indexation automatique, il est comparé, est-ce que maintenant, il est comparé avec la fonction publique? Comment on sait c'est quoi le barème de l'indexation automatique? C'est une super belle question. En fait, au gouvernement du Québec, on s'est fait expliquer il y a quelques années, il y a 2 types d'indexation. Tu as l'indexation de la fonction publique, puis qui est par ministère. T'sais. Puis là, des fois, on va entendre, mettons, ministère de la Santé va avoir 5,4 % d'indexation. Ça inclut toutes les conventions collectives, le prix des médicaments, non. On n'est évidemment pas là. Nous, on est dans la catégorie 2. Et ça, c'est vraiment, je vous dirais, fâchant dans cette catégorie-là. C'est pour tout ce qui est le matériel roulant, cette deuxième catégorie-là. Fait que c'est pour les comptes, mettons, d'Internet, de téléphone, pour l'achat de matériel. Fait que c'est comme si leur chiffre là, d'indexation ne considère pas la question des salaires dans le mouvement communautaire. Parce que ça inclut juste la question de vraiment l'IPC, de qu'est-ce qui nous coûte plus cher au niveau de l'hydro, au niveau d'Internet et tout ça. Fait que le montant qui est là, c'est un calcul savant du ministère des Finances qui est fait à partir de l'IPC. Puis on a toujours demandé la formule. À chaque année, on fait la demande au ministère qui nous explique la formule. Puis tout ce qu'on sait, c'est que c'est un ramassis entre l'IPC, la situation budgétaire du gouvernement et en ce moment, elle est là. Fait qu'on ne sait jamais le taux vraiment avant le mois, je vous dirais, d'avril-mai. Puis c'est quand ils font l'étude des crédits qu'on a le pourcentage en général. Fait que dans le fond, nous, ce qu'on vous dit, pour être sûr là, du bon montant, demandez au moins une indexation de 3,25 %. C'est celle qu'on avait analysée là, au niveau national. On se disait, pour couvrir, nous, les frais au niveau salariaux puis au niveau de l'IPC, si vous vous assurez de demander d'année en année un 3,25 % de plus, vous allez suivre là, la tendance. OK, parfait. Merci. Bon, c'est jamais 3,25 %. On a eu cette année le plus gros depuis longtemps, là, avec je pense que c'était 2,2 % cette année, mais ça faisait des années là, qu'on n'avait pas été dans cette hauteur-là. Puis pourtant, c'est pas si haut. Là. Puis donc, même s'ils disent qu'il y a une indexation automatique, on fait quand même une demande. En fait, oui. C'est juste qu'il y a des organismes qui vont mettre 0 au rehaussement. Okay. Dans le sens qu'ils vont dire qu'ils n'en demandent pas. Puis avant, quand ils mettaient 0, il n'y avait pas d'indexation. Puis nous, on disait, attends un peu, là, l'indexation, ce n'est pas du rehaussement. T'sais? Puis c'est ça, l'indexation automatique, c'est juste que même si un organisme écrit 0 dans le rehaussement, il va avoir accès quand même à l'indexation. OK, parfait. Mais c'est ça. Fait que là, c'est à l'organisme de voir s'il a vraiment atteint le montant pour réaliser sa mission, c'est correct. Moi, je vous inviterais quand même toujours à mettre un petit montant. Mais de même mettre le 3,25 de ce que vous avez, juste pour être sûr. En fait, c'est écrit là maintenant dans le cadre ministériel. Mais des fois que
C'est à ça Puis de on peut l'expliquer plus tard. Exact. OK, génial. Parfait, merci. Il y avait dans le chat Sophie qui disait dernier exercice financier est 2019-2020 ou 2020-2021. Pour le formulaire, c'est vraiment 2020-2021. Donc, l'exercice financier dans lequel on est actuellement. Là. C'est pour ça que je vous ramenais à vos 4 bordereaux de dépôt. Si vous utilisez vos 4 bordereaux de dépôt, vous allez avoir le bon montant, puis de vraiment ceux de cette année, 2020-2021. Il n'y avait pas d'autres questions? Non. Puis vous voyez, je ne m'en souvenais pas, là, je me souvenais juste du cadre ministériel, mais on le voit là, que le montant du rehaussement peut être 0, mais le montant de soutien financier de l'organisme sera indexé selon le taux prévu. On avait demandé qu'ils nous rassurent, puis qu'ils l'écrivent, puis ils l'ont mis dans le formulaire. Fait que si un organisme veut demander 0 de rehaussement, là, il peut se sentir à l'aise de le faire. Et ensuite de ça, je vous dirais, c'est le cœur de votre demande, le 3.2, c'est l'explication du rehaussement de soutien financier. Donc, l'organisme, le CA est invité à expliquer l'utilisation prévue du rehaussement tel qu'inscrit à la question 3.1 en fournissant les renseignements qui permettent une compréhension claire des 3 énoncés suivants. Donc, à quel besoin de l'organisme ce montant-là que vous demandez en surplus va répondre? Comment vous allez l'utiliser après ça, ce rehaussement-là, pour réaliser votre mission? Puis de faire le lien entre les besoins, la démonstration des besoins de l'organisme qui vont être répondus. Ça se répète, ces 3 questions-là. Mais dans le fond, ce qu'ils veulent, en gros, c'est quoi le besoin que vous identifiez, puis comment vous allez répondre à ce besoin-là. En gros, là, en résumé, c'est vraiment ça que vous indiquez dans ce formulaire-là. Et si vous remplissez le carré bleu, puis que vous dites j'ai encore des choses à dire, vous pouvez continuer sur une autre page que vous mettez en annexe à votre document. Et c'est pas, je vous dis ça, mais c'est pas une condition et c'est pas une condition où c'est pas obligatoire de faire 5 pages. Là. Si vous remplissez le carré bleu et que vous avez toutes mis vos informations, c'est beau. Mais c'est juste qu'il y a beaucoup de groupes l'année passée qui disaient j'en aurais mis un peu plus. À ce moment-là, mettez un annexe à votre document, il n'y a pas de problème. Il y a Caroline qui demande est-ce qu'on peut reprendre l'explication de l'an passé? Oui, effectivement, on ne peut pas réinventer la roue parce que vous avez pas reçu le financement qui vous permettait de combler justement cette différence-là entre ce que vous recevez et ce que vous demandez comme rehaussement. Donc, c'est normal que ça ne change pas tant d'une année à l'autre, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose d'exceptionnel auquel l'organisme a pensé ou un nouveau besoin. Mais non, mais réinventez pas la roue. Aidez-vous de votre formulaire de l'année passée sans problème. Là. Est-ce qu'il y a des questions pour le bloc 3.2? Ça va pour tout le monde? Super. Après ça... Il y a Gisèle qui a levé la main. Gisèle, je n'avais pas vu. Non, j'étais en train de l'écrire, mais dans le 3.2, dans notre explication, as-tu besoin de mettre des chiffres? En fait, non, vous n'êtes pas obligé de mettre des chiffres. Mais si vous avez envie de faire des justifications, d'expliquer des choses, vous pouvez en mettre. En chiffres, est-ce que tu me parles de statistiques ou tu me parles de montant, dire on mettrait 15 000 à telle place, 25 000 à telle autre? Ou, de montant? On n'est pas obligé. Mais si vous l'avez conçu comme ça et que vous avez envie d'en faire la démonstration de cette façon-là, vous pouvez, mais ce n'est pas obligé. Nous, à la Troquelle, ce qu'on fait à chaque année, c'est vraiment dire voici le besoin, les besoins auxquels on doit répondre, puis voici qu'est-ce qu'on ferait. Mais on ne leur dit pas combien on mettrait dans chacun des postes de dépenses. On y est vraiment dans l'explication pour répondre à la mission. Mais tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si vous le faites par montant, c'est correct. Si vous le faites en explication, c'est correct aussi. Mais ils ne s'attendent pas à ça, là. Ce n'est pas une obligation. OK, merci. Plaisir. Elisabeth demande dans le chat, est-ce que l'ajustement des salaires, c'est valable? Oui, absolument. Ajustement des salaires, des conditions, vous voulez avoir des assurances collectives, vous voulez un régime de pension, tout ce qui a attrait aux conditions salariales et de travail, c'est des justifications qui peuvent et même, à la limite, doivent se retrouver si c'est un enjeu pour votre organisme. J'ai envie de dire que ce l'est pour beaucoup d'organismes, fait que gênez-vous pas de l'indiquer. Là. Oui, Maureen?
Excusez, salut. Allô? Bon, ben, nous, c'est la Truelle, le travail de rue de la Valtrie. Fait que juste quelques petites questions. Là. OK, fait que vraiment, le rehaussement qu'on demande, c'est pour s'appliquer là, pour 2021-2022, c'est bien ça? Oui, dans le fond, le montant qu'on demande, c'est pour la prochaine année, exactement. Oui. Bon, pour moi, qu'est-ce qui arrive présentement? Là, c'est ça, je regardais mes états financiers, puis ça se peut qu'on ait des surplus au-dessus de 25 %. Je vais voir comment on peut se retourner d'ici la fin de l'année financière, mais ce n'est pas beaucoup. Puis c'était en lien parce que j'avais comme un congé de maladie qui revenait, qui repartait, qui revenait, partait. Puis je ne voulais pas engager parce qu'on a déjà vécu l'expérience antérieurement. Tu sais, engager, elle revient, puis après ça, ça déstabilise nos liens. Je vais dire ça comme ça. Fait que là, je serais prête à engager, mais là, j'avais reçu, excuse, hein, c'est beaucoup de questions puis beaucoup de verbulations. Non, on est là pour ça. J'essaie d'aller vite, mais c'est ça, on avait eu une lettre là, récemment du PSA qui nous indiquait que oui, on peut quand même avoir un plan, qu'est-ce qu'on va faire avec, si on a des surplus, etc. Mais est-ce que je peux quand même demander pour un rehaussement si oui. Puis, tu sais, la COVID, c'est une situation exceptionnelle. Là. Vous allez peut-être avoir des surplus parce que vous n'avez pas fait vos activités et tout, mais pour le formulaire, prenez pas ça en considération. Restez sur votre mission. Fait que, oui, là, ponctuellement, ça se peut que vous vous retrouviez avec des surplus, mais moi, j'ai l'impression qu'ils vont quand même vite disparaître, ces surplus-là. Oui. Ben, c'est ça. Fait que, c'est pour ça que pour votre financement à la mission, ce qui est important, c'est que vous gardez le cap sur qu'est-ce que vous avez de besoin pour réaliser la mission, oui, pour l'année prochaine, mais pour la suite aussi. OK. Ben, merci beaucoup. Hein, j'apprécie votre plaisir. Ça fait plaisir. Ça, c'est vraiment des surplus circonstanciels, on s'entend là. C'est pour ça que quand on a réfléchi en termes de rehaussement, c'est vraiment dans une optique globale de réalisation de mission. Exactement. D'autres questions pour le bloc 3.2, ça va? On arrive au point 4 qui est la résolution. Donc, en fait, c'est vraiment cette résolution-là que vous pouvez même copier là, dans votre procès-verbal. Donc, un administrateur, une administratrice qui fait la proposition et l'appui. La date de votre conseil d'administration. Dans le fond, une demande de rehaussement de soutien financier en appui à la mission globale pour le prochain exercice qui est 2021-2022. Vous écrivez le montant du rehaussement le même que celui qui est à 3.1. Signé A, c'est la ville où vous tenez votre conseil d'administration, la date. Et ensuite, vous écrivez le nom de votre présidente et secrétaire et la signature. Puis, si ce n'est pas eux qui vont signer, si ce n'est pas la présidence ou votre secrétaire, ben, dans la résolution, vous devez indiquer qui va signer au nom de l'organisme. C'est juste pour s'assurer que ce soit des personnes qui soient mandatées pour parler au nom de l'organisme, pour signer au nom de l'organisme. Il y a Gisèle. Il y avait une question juste dans le chat. Après, je te reviens tout de suite. Gisèle qui demandait, est-ce possible de mettre des signatures électroniques? J'ai envie de dire oui, si vous avez le logiciel pour le faire. Sinon, ça devient un petit peu plus compliqué, mais si vous êtes en mesure d'avoir des signatures électroniques de toutes les façons possibles imaginables, oui, vous pouvez le faire, surtout en temps de COVID. Il n'y a pas de problème, mais c'est juste que des fois, dans le PDF, ce n'est pas évident d'ajouter une signature électronique. Oui, Serge. Merci. Oui, voilà. Non, c'est ça, c'était la même chose. La signature électronique, j'ai de la difficulté avec ça. Mais en tout cas, je vais essayer de le faire. Sinon, parce qu'on fait tout en virtuel, puis nous autres, on est l'anaudière. Fait que la secrétaire reste à Berthier. Ouais. Moi, je suis à Mascouche. En guillemets, entre nous deux, là, entre nous 30, là, je peux tout signer à sa place? Moi, je ne vous le recommande pas. Moi, je sais. D'y aller vers la signature électronique, je pense que c'est le mieux. Ouais, comme Elisabeth dit, à la limite, avec le scanner, on peut des fois se débrouiller. OK. C'est beau. Merci, Elisabeth. José.
Allô, vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait. Bon. Ma question, si je n'ai pas de CA avant la date limite, est-ce qu'on peut faire un réseau par courriel ou… Oui. Oui. OK. Oui, d'après moi, ça arrive assez régulièrement. Mais ce qui est juste clair, par exemple, vous devez avoir votre résolution avant le 26. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Okay. Si vous devez faire une rencontre téléphonique, mais vous devez le faire. Là, en tout cas, je vous suggère pas de demander une extension pour le formulaire de demande. Puis pourquoi je fais ça? C'est parce que c'est vraiment une obligation de la Convention PSOC. Là. Ça va pour les signatures. Puis, pour finir le formulaire, vous dites la fonction de la personne qui a complété le formulaire, son nom et sa signature. Fait qu'en théorie, habituellement, ça va être souvent les coordonnateurs, les directeurs, coordonnatrices, directrices ou les agentes administratives. Fait que vous inscrivez les infos. Puis, vous aviez vu un petit peu plus haut, là, les signatures, président, secrétaire, ça ne peut pas être les coordinations de direction qui signent pour le conseil d'administration. Ça, c'est important à ne pas faire. On aurait passé à travers le formulaire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, il y avait peut-être le 25 Oui. Joanne, je pense que… Oui, mais moi, je pensais que vous en aviez discuté. Je voulais juste savoir, dans la lettre qui a été envoyée par le 6, dans la deuxième partie, habituellement, le 25 c'est le 25 par rapport au surplus, par rapport aux dépenses. Oui. Puis, c'est les dépenses totales. Mais ma compréhension de la deuxième partie de la lettre, c'est la proportion du PSOC sur les revenus totaux. Est-ce que je comprends qu'on peut comme diviser les dépenses, mettons qu'on a plus qu'un bailleur de fonds, diviser les dépenses en disant, bon, ben, ce qui appartient au PSOC, ce qui appartient, je ne sais pas moi, une subvention du Créval, en tout cas, peu importe quoi, là. Est-ce que c'est ce que je lis? Est-ce que est-ce que j'ai une bonne compréhension ou ça continue d'être dépenses totales? Ça continue comme la convention d'être les dépenses totales. OK. Je le sais, puis je comprends un peu le pourquoi. Oui, je comprends la question, mais il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. Puis, c'est la convention qui prévaut sur la lettre. OK. Mais c'est pas clair, d'abord, la lettre. Effectivement. OK. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, Joanne. Mais non, c'est vraiment tout le temps le 25 C'est vraiment toujours le 25 des dépenses totales de l'année. Oui, exactement. Puis, la lettre, je trouve qu'elle a beaucoup de mots, mais dans le fond, ce qu'elle veut dire, c'est que si vous avez un surplus l'année prochaine, c'est pas grave. Ils ne vont pas la regarder dans la reddition de compte. Ce qu'ils vous demandent, c'est faites-vous un plan, vous, pour dépenser ces surplus-là, pour qu'en 2021-2022, la situation soit rétablie. OK. C'est vraiment ça qu'elle voulait dire. OK. Ben, elle n'est pas claire. Elle est longue. Mais c'est pour dans tous les cadres normatifs et compagnie, là, mais c'est vraiment, en gros, là, c'est que ça qu'elle veut dire. Fait qu'il n'y a pas de changement administratif et tout. La convention, elle n'a pas changé. Puis dans le cadre ministériel non plus. Dans le nouveau cadre, c'est vraiment les dépenses totales qui sont en lien avec ça. Qui sont en lien avec le 25 OK, bien, je te remercie beaucoup. Plaisir. Il y a des mains levées, mais il y avait juste un commentaire de Jean-François qui est arrivé avant dans le chat qui disait est-ce que le financement d'une enveloppe budgétaire spécifique par projet non utilisé à cause de la COVID et qui occasionnerait un surplus, des surplus affecterait notre financement de base? Non. Non. Dans le fond, quand l'analyse se fait, comme on expliquait un peu plus tôt, quand l'analyse se fait, ce n'est que sur le financement de la mission. Les revenus totaux ne sont pas pris en considération parce qu'ils sont trop fluctuants. Souvent, c'est du ponctuel, souvent, c'est des programmes de 3 ans. Fait que c'est vraiment tout ce qui est regardé, ce n'est que le financement de la mission globale pour les rehaussements. Génial, merci. Plaisir. Edith? Oui. Bon, oui. Moi, je suis souvent mêlée parce que notre année financière n'est pas la même que celle du PSOC. Moi, mon année financière, du 1er août au
au 31 juillet, c'est ça? À fin juillet, bon. Fait que, quel que je prends, est-ce que je prends les mêmes, est-ce que je prends l'année financière du PESOC ou je prends mon année financière à moi? Qu'est-ce que tu as fait l'année passée, Edith? Je pense que j'ai pris mon année financière à moi. Ben, à ce moment-là, continue de cette façon-là. OK. OK. Parce que je suis tout le temps comme un peu mêlée, parce que je me dis, c'est quoi qu'ils veulent? Puis c'est sûr qu'on n'est pas beaucoup dans la situation comme moi. Là. On est plusieurs. Fait que, mais merci. Je vais faire la même chose. Oui, c'est ça. Moi, je te dirais que c'est l'idéal si ça. Parce que les chiffres vont correspondre d'une fois à l'autre. OK. Ben, merci. Je vais y aller avec Julien, vu que c'est ta première question. Oui, salut. En fait, moi, j'ai une question concernant la demande de financement. J'ai vu dans les documents que vous avez envoyés que c'est par milieu de vie. En fait, nous, c'est un milieu de vie. C'est 421 540 qui est suggéré selon le budget. Là. Mais moi, j'ai 2 points de service, mais on est le même organisme. Est-ce qu'à ce moment-là, ça compte pour 2 milieux de vie? En fait, ça, c'est vraiment dans l'évaluation de tes besoins. Si pour faire rouler, mettons, l'organisme, tu te dis j'ai vraiment la même structure dans les deux, puis j'ai besoin de doubler le 421 000, ben oui, à ce moment-là, tu peux doubler le montant. Allez-y vraiment dans l'estimation des besoins. Nous, on vous donne la base, mettons, pour un organisme ordinaire. Si tu dis, mettons, ben non, nous, le point de service, je ne sais pas, moi, il y a moins d'administration, mais j'ai un intervenant de plus ou XY, tu y vas, dans le fond, en additionnant ce que tu as de besoin pour faire rouler et ton point de service et ton organisme. OK. Parfait. Super. Ben à ce moment-là, est-ce que j'ai besoin de justifier pourquoi je demande tel montant avec... Dans le 3.2, tu pourrais l'expliquer. Okay. Parce qu'on a un point de service, ça veut dire l'embauche de personnes, ça veut dire les activités et tout. Fait que tu peux l'expliquer là. Super. Merci. Plaisir. Merci, Julien. Mélanie? Oui, en fait, j'aimerais revenir un peu, là, tantôt quand on a parlé de la répartition par rapport, là, nous, le choix qu'on avait fait en 2016, c'était que on donnait à la phase 1 et aux nouveaux organismes, c'est clair? OK. Là, vu qu'on a choisi ça en 2016, c'est quoi? Ça rentre dans une convention? Est-ce que ça se renouvelle? Est-ce qu'on va en rediscuter? Ou c'est canné? En fait, ça, 2016, c'était la réalité de 2016. 2018, on est 21. 2021, dans le fond, l'année 3 et l'année 4, c'était l'application du cadre complet, là, dans le sens qu'on avait les 3 phases ont reçu du financement, les organismes qui ont atteint les seuils planchers ont reçu du financement. Tout ce qui nous manque là, dans l'application du cadre actuellement, c'est la question des hébergements. En fait, ce qu'on revendique comme troquel, c'est que les maisons d'hébergement qui ont plus que 9 lits aient une bonification au niveau des lits supplémentaires. Mais sinon, toutes les demandes qu'on a faites comme troquel là, dans le cadre de financement, ils sont appliqués depuis 2 ans. Le défi qu'on a, c'est que le montant est trop bas. Dans le fond, même si ça a l'air d'un gros montant, 1,9 million, c'est sûr que quand on le répartit entre les 178 organismes qui sont financés au PESOC, ça a une incidence. Les montants, on avance tout un peu, mais ça n'avance pas à la hauteur nécessairement qu'on voudrait. Mais en tout cas, ça fait 2 ans qu'on applique chacun des critères, puis qu'on continue la revendication pour les maisons d'hébergement. Puis ça inclut aussi le rayonnement territorial. C'est-à-dire que les organismes qui couvrent plus qu'un territoire, leur balise budgétaire, elle est augmentée. Fait que ce que ça veut dire, c'est que ça éloigne du seuil plancher. Donc, les organismes qui ont, mettons, un territoire de MRC+, la balise sur laquelle ils se réfèrent pour mesurer l'écart, elle a été bonifiée de 10 %. Fait que, comme ça, l'organisme reçoit un petit peu plus dans la répartition. Fait que vraiment, tout ce qu'on a revendiqué était là. Puis oui, ultimement, on va devoir faire cette analyse-là comme région. En 2016, on a adopté notre cadre de financement qui est devenu celui que le CIS a adopté, sauf quelques trucs qu'on a dû revendiquer depuis 4 ans. Mais oui, on va pouvoir se poser la question. On avait une vision de ce que ça allait avoir comme impact. Là, on le vit. Fait ultimement, on va se faire un rendez-vous des OCA sur la question du financement, dire voici
on a eu l'application depuis 4 ans, voici le chemin qu'on a accompli, puis ça nous donne, on va pouvoir se questionner qu'est-ce qu'on veut, après ça, continuer de revendiquer au 6 pour bonifier ou améliorer ou continuer sur la voie qu'on est là. Ça, on va pouvoir le faire. Cet exercice-là, de revoir tout ça, puis ça se fait aux 4 ans, aux 5 ans? En théorie, ce qu'on a... Oui, vas-y, Maya. Mais en fait, ça a été plus de 10 ans de travaux. On a travaillé ensemble à avoir une vision commune du cadre parce qu'il n'y en avait pas d'argent. Là, on en a depuis 4 ans, mais des nouveaux argents PSOC qui ne sont pas tagués, qui sont pour l'ensemble, il n'y en avait pas. Fait que c'est la première fois depuis 4 ans qu'on applique qu'est-ce qu'on avait réfléchi collectivement et adopté collectivement comme ligne de conduite, de pensée, de répartition. Donc là, vu que c'est la première fois qu'on est dans l'application concrète, bien, c'est pour ça, là, on va avoir des choses à s'asseoir ensemble et de dire, bien, dans la réalité, on avait pensé ça, maintenant, c'est comme ça que ça s'actualise. Est-ce que ça convient toujours? Est-ce qu'il y a des choses à modifier ou à travailler? Donc, c'est pour ça que c'est un processus comme aux 2 ans, ou c'est parce que c'est nouveau qu'on a de l'argent, dans le fond, qu'on peut utiliser le cadre pour le répartir. Je ne sais pas si ça répond. OK. Oui. Hey, merci. Hein? Je suis nouvelle. Merci beaucoup de des réponses et de votre patience. Merci. On est là pour ça. Ça fait plaisir, on est là pour ça. Il y avait Serge, je crois, je ne sais pas si on avait répondu, la main plus levée, je pense. Je pense qu'il y a Joanne qui a une question, ça se peut-tu? Oui. Vas-y, Joanne. Je voulais savoir, par rapport au rehaussement, mettons qu'on prend la décision de ne pas en demander. Mais si, pendant la prochaine année, tout comme on a eu cette année, le ministère octroie de l'argent supplémentaire, est-ce que par le fait de ne pas en avoir demandé, on s'exclut automatiquement? Oui. On s'exclut automatiquement, OK. Oui, c'est à partir du formulaire qu'ils font la grille. Fait que si vous mettez, mettons, 0 au rehaussement là, bien, c'est sûr que s'il y a un rehaussement, vous allez passer à côté. OK. Parfait. Merci. Avant d'aller à José, il y avait juste, je l'avais passé tout droit, mais tantôt, il y a Nancy qui demandait revenus PSOC ou tous les revenus. J'imagine que c'est par rapport aux 25 % si je ne me trompe pas. Donc, c'est l'ensemble des revenus. Donc, c'est les revenus totaux, si c'est bien en lien avec ça. Là. Attends, il faut faire attention. C'est les dépenses totales qui comptent pour les 25 %. Ah oui, c'est vrai. C'est d'autres ministères que c'est les revenus. Exact. Nous, ce n'est pas les revenus, c'est les dépenses. Les dépenses, excuse-moi, tout à fait. Ça, okay. Parce qu'au ministère, je pense au pacte, puis au sacré, c'est d'autres, c'est les... Oui. Merci, Hugo. Mais c'est ça, au ministère. Peut-être juste préciser ta question, Nancy, si on y répond pas bien, mais sinon, pour faire le calcul du 25, on prend les dépenses totales. Les dépenses. Non, ben c'était au niveau du profit. Des excédents, là, dans le fond, là, je me demandais, est-ce qu'on prenait tous les produits ou seulement les revenus du PSOC? Mais ni un ni l'autre. Oui, c'est ça. C'est ni un ni l'autre. C'est vraiment les dépenses. Les dépenses totales. Non, OK, c'est bon. José? Je vais juste revenir avec ma petite question tantôt par rapport à la résolution. Il y en a qui ont écrit, à moins que ça ne soit pas inscrit, ça s'adressait-tu à moi? Je pense. Parce qu'il parle des règlements généraux. Ah ouais, ben oui, c'est ça. Il faut que tu regardes dans les règlements généraux, c'est quoi les formules. Mais cette année. Mais il y a eu une levée. Cette année, il y a eu un décret que, que la ministre de la Justice a signé qui dit que même si dans vos règlements généraux, les visioconférences, les CA téléphoniques ou les résolutions par courriel, ce n'est pas inscrit. Cette année, exceptionnellement, vous pouvez le faire pareil. OK, donc je peux le faire. Merci. Oui, tout à fait, c'est ouvert pour tout le monde. Oui, c'est ça. On a un décret qui protège les organismes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Hugo, je peux-tu juste prendre 3 secondes pour plugger un peu le rendez-vous régional rapidement? Ben oui. Parce que je pense que c'est le moment. Vous allez savoir dans le courriel hebdo, il n'y aura pas de tournée des MRC, mais on va faire un rendez-vous régional en 2 demi-journées. Le 25 mars et le 1er avril, mais vous allez avoir l'info dans le courriel. La seule chose que je vais vous dire, vous avez beaucoup parlé des choses qu'on n'arrêtait pas de vous dire, ça doit être dans la reddition de compte, ça doit être dans le rapport d'activité. C'est là qu'on va le retrouver. Puis là, je voyais des commentaires qui passaient. Juste vous dire que dans ces 2 demi-journées-là, ce qu'on va aborder, c'est entre autres la rédaction du rapport d'activité en période de COVID.
Donc, on va fournir des outils, on va passer une demi-journée avec vous pour parler justement de comment amener ces transformations-là qui ont eu lieu, comment mettre de l'avant l'action communautaire. Puis aussi, l'autre demi-journée va tourner autour plus des finances, des surplus, des réflexions qu'on doit avoir en tant qu'organisme communautaire par rapport à la réalité actuelle de vos finances. Tu sais, que la COVID a pu influencer aussi, comment faire ces réflexions-là, les avoir au niveau du conseil d'administration. Je n'ai pas tous les détails parce qu'on est en train de le développer en équipe, mais j'en profitais juste pour vous le dire parce que je pense que ça va vous toucher tout le monde de ce que j'ai vu. Mais on va travailler avec vous là, au niveau rédaction, rapport d'activité, réflexion au niveau des finances de l'organisme par rapport à la réalité qu'on est en train de traverser. Donc, suivi les infos de la Troquelle, là, vous allez avoir plus de détails très, très, très bientôt. Voilà. Gisèle? Excuse, c'est à quelle date? Tu as dit que c'était? Le 25 mars, ça va être une demi-journée, puis le 1er avril, mais ça va être enregistré, hein, Hugo? Oui. Ça va être du contenu là, quand même intéressant, donc qui va être accessible pour écouter là, après ça en rediffusion. Donc, si jamais vous ne pouvez pas être là. Oui, c'est parce que si tu t'en souviens, nous autres, on a une année financière qui finit le 31 décembre. Fait que, tu sais, je vais avoir fini ma rédaction, mais dans ce cas-là, Gisèle, tu peux me contacter. Contacte-moi directement, puis je pourrais prendre un petit temps avec toi là, par rapport à ça. J'ai quelques outils que j'ai déjà développés, puis je pourrais regarder avec toi, sans problème. OK, super, parce que dans les années passées, tu m'avais donné des commentaires, puis j'avais trouvé ça très aidant. OK, merci. De rien. Josée? Excusez, j'ai une autre question qui m'est venue. Je ne sais pas si ça a rapport, mais par rapport aux 25 là, qu'on va avoir le droit de plus, là, quand on va faire nos états financiers, il y a des montants des fois qu'on a le droit de reporter. Là, vu qu'on a le droit à plus que 25, on ne les reporte pas. Ben, moi, je dirais, vous faites comme d'habitude. Ouais. Ce que vous reportiez, vous le reportez. C'est juste que le 6, lui, ne fera pas de calcul. Quand il va regarder vos états financiers, il ne va pas faire le calcul de est-ce que ça dépasse le 25 %. Fait que moi, je ne changerais rien de ce que vous faites d'habitude. Fait que ça vous va? Hey, c'était super le fun. En plus, en 2 temps comme ça, des questions générales. Puis là, on est revenu plus formulaire PSOC puis PSOC. Merci d'avoir été avec nous ce matin. J'espère que ça vous a aidé pour tout le travail que vous avez à faire maintenant pour vos formulaires. Hugo. Oui. Hugo, tu sais, je m'excuse tantôt parce que là, j'ai reçu des problèmes de frigo. Conséquence. Tu le sais comment, tu sais, ma situation, là, on a été arrêté complètement. Fait que le 30 000 depuis ça que j'ai reçu, c'est 28 000, là, je trouve, je dépasse au drôlement le 25 %. Puis là, on s'en vient à la fin de la 2e année financière, c'est-à-dire, c'est au mois de mars, fait que 2021. Donc, j'aurais eu le 26 000 l'année passée, 26 000 cette année. Puis là, on demande automatiquement les mêmes sommes sans rehaussement dans mon cas, là, à PSOC. Là, pour 2022, tu sais, d'ajout, j'en ai pas, mais là, c'est toujours des activités. Je ne peux pas racheter. J'aimerais bien passer de l'argent à Elisabeth là, pour son local. Là, mais je peux. Mais c'est quoi mes conséquences, moi, là? Puis ça qui va-tu arriver, puis il va me dire Serge, cœur pour tous, là, on oublie ça, Gérard, là, pour la subvention. Ce qui va arriver, là, c'est que idéalement, dans la prochaine année, on va se remettre de la COVID. L'idée, c'est que le conseil d'administration se fait un plan. T'sais. OK, on a tant d'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que oui, il y a probablement des choses exceptionnelles que vous allez décider de faire que vous ne faisiez pas par le passé parce que là, vous avez une marge de manœuvre. Fait que le CA va vraiment devoir faire un travail de dire comment j'affecte ces sommes-là? Qu'est-ce que je fais avec ces argents-là? Fait que là, vous allez pouvoir le faire pendant l'année. Vous allez faire vos projets, les activités et tout ça. Puis si en 21-22, il vous reste plus que 25 %, c'est là où le 6 pourrait décider de dire écoutez, là, on a un plan, on a besoin d'un plan clair. Et là, si en 21-22, vous ne réussissez pas à diminuer ça, là, il pourrait décider de retenir des versements, par exemple. Mais c'est ça. C'est juste ça. C'est pas. Mais il n'y aura pas de danger pour la vie de l'organisme. Malgré que s'il n'y a pas de changement au niveau des activités, je sais quand je t'en ai parlé, là, on va essayer de
de se réunir. L'organisatrice communautaire est en bac avec nous autres. On a une personne aussi dans l'administration qui va s'en venir avec nous autres aussi. Mais, Caroline, je ne suis pas optimiste. Ben, moi, je te redis ce que je disais l'autre fois, tu sais, une action à la fois, puis justement, tu t'entoures, là. Tu sais, l'organisation communautaire, ils vont te donner un gros coup de main, puis ça, je pense que ça va ramener une petite lumière, là, au bout du tunnel. OK, c'est bon. Merci, Hugo. Merci, Maya. Merci. Fait que, ben, merci tout le monde d'avoir été là ce matin. Fait que, on se revoit en pyjama le 17 février. Bye. Bye. Bon. Est-ce qu'on arrête l'enregistrement? Je l'avais fait.